Voilà, merci donc d'être là de nouveau pour ce débat qui aura lieu jusqu'à 18h15, 18h30. Jean Gadret doit partir vers 18h15, donc si vous avez quelques questions à lui poser, faites-le avant 7 heures. Merci donc aux 3 personnes qui sont ici, que je vais présenter vraiment très très rapidement. Donc Gaël Giraud, qui est économiste, professeur ici à Paris d'économie et qui travaille beaucoup et a publié notamment sur la finance, la question des crises, et s'interroge en ce moment sur la problématique de la transition écologique et énergétique au travers des grands instruments de finance. Geneviève Azam, chercheuse, enseignante à l'université de Toulouse, et Geneviève nous parlera tout à l'heure, dans quelques instants, des biens communs, et des biens communs au travers de la transition énergétique. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir aussi Jean Gadret, économiste, professeur émérite de l'université de Lille 1, auteur de plusieurs ouvrages que vous connaissez peut-être, dont certains sur les indicateurs, sur la croissance. Et Jean Gadret va faire un éclairage autour du social, des questions sociales notamment. Et puis peut-être, moi j'aimerais bien vous demander, Jean, une sorte d'éclairage un peu général sur ce scénario. On n'a pas encore travaillé ensemble, j'espère qu'on va arriver on va le faire, mais un regard comme le vôtre, le regard aussi posé par Gaël Giraud et Geneviève Azam, est pour nous très important dans une démarche pluridisciplinaire. Alors, on va commencer par Geneviève sur cette question des biens communs, une dizaine de minutes d'intervention. Quelques questions qui pourront lui être posées, ensuite par Jean Gadret, et puis on terminera par vous, Gaël Giraud. À chaque fois, quelques questions derrière, je pense, pour interroger directement la personne qui intervient. Et puis, selon le temps dont on disposera, on finira par un certain nombre de questions jusqu'à l'heure de clôture. Geneviève, à toi et merci. Merci beaucoup Thierry. Donc, je vais tenter de voir comment la pensée des communs peut être une pensée pour l'action et donc une pensée pour la transition énergétique. Alors, je sais que ça va peut-être engendrer des frustrations puisque plusieurs personnes m'ont dit « j'espère que tu vas parler de la santé, j'espère que tu vas parler de l'eau ». Non, je vais parler strictement de l'énergie. C'était déjà assez complexe de voir comment toute la pensée des communs, alors je dirais plutôt des communs plutôt que des biens communs, puisque ce qu'on appelle les communs, c'est bien sûr, il y a des ressources, mais il y a aussi des règles de droit, des règles d'usage, et les communs, c'est le tout. Ce n'est pas simplement le bien en tant que tel. Voilà pourquoi je parlerai plutôt des communs. Donc comment la pensée des communs peut être pour nous une pensée pour l'action, pour enclencher la transition énergétique. Et d'ailleurs, je voudrais souligner que cette transition énergétique, même si aujourd'hui la conférence nationale semble bien piétiner, la transition énergétique, elle a commencé. Il y a des milliers d'initiatives citoyennes qui se revendiquent souvent, justement, de la réappropriation des communs qui ont déjà enclenché ce processus de transition énergétique. C'est la première chose. Et puis surtout, pour voir comment, à partir des communs, on peut penser une véritable réappropriation démocratique de la transition énergétique qui la rende acceptable aussi. Parce qu'on peut avoir plusieurs sortes de transition énergétique. On peut avoir une transition énergétique purement technocratique, bureaucratique, verticale et centralisée, qui se soucie très peu, justement, de toutes ces initiatives citoyennes et de la voix citoyenne et de la démocratie. Donc, c'est un élément important pour une transition énergétique sur une base politique et démocratique. Alors, pour ce qui est de l'énergie, les choses ne sont pas tout à fait simples parce que nous devons distinguer d'abord les sources d'énergie.
les sources d'énergie fossiles, le soleil, le vent, l'eau, etc., etc., qui ont la caractéristique de ne pas être des productions humaines, qui précèdent les productions humaines. On peut dire qu'il y a plusieurs interprétations, plusieurs manières de les voir. On peut considérer que c'est un don dont nous héritons, mais qui ne sont pas le fruit de la production humaine. Ce ne sont pas des humains qui ont fabriqué le pétrole, de même que ce ne sont pas des humains qui, aujourd'hui, permettent au soleil de diffuser l'énergie solaire. Donc ça, c'est une première chose dont je vais finalement assez peu parler, puisque là, on n'est pas dans l'activité humaine. En revanche, à partir de ces sources d'énergie, tout ce qui est de l'ordre de la production d'énergie, de la distribution d'énergie, de la consommation d'énergie, du choix des sources, ce sont véritablement des activités sociales, des activités humaines. Et une fois qu'on a dit cela, que tout ce qui est du domaine donc de la production, de la distribution, des réseaux, etc., et de la consommation, c'est de l'ordre des choix humains, des choix sociaux, des organisations sociales, la question qui vient immédiatement, c'est qui produit, c'est-à-dire cette activité sociale, elle est effectuée par qui, et pourquoi, comment, et dans quel but, et pourquoi le faire, avec quels objectifs. Et là, on va voir qu'il y a plusieurs réponses possibles. Alors évidemment, je vais être un peu schématique, en 10 minutes, je m'en excuse. Donc première réponse possible, qui est celle qui tend à prévaloir aujourd'hui, c'est la production d'énergie sur une base privée, c'est-à-dire le fait de considérer l'énergie produite et les services énergétiques qui sont produits comme étant un bien privé soumis à la loi économique, à la loi de la concurrence, mais surtout, et par rapport à la transition énergétique et par rapport au scénario négawatt, dès lors que la production et même la distribution sont envisagées comme étant des biens privés, on se focalise essentiellement sur l'offre de services énergétiques, puisque ce sont des entreprises qui produisent, ce sont des réseaux qui sont entretenus par des entreprises privées, et donc ces services énergétiques produits comme étant des biens privés sont produits sous le régime de l'offre. C'est l'offre qui prime. Et là, on est en contradiction, je crois, avec les principes de base du scénario négawatt ou d'autres scénarios qui partent non pas de l'offre, mais qui partent de la demande et donc des besoins. Là, on ne part pas des besoins, on part de la production et on part de l'offre. Et dans le cadre d'une économie marchande, d'une économie fondée sur la concurrence, cette production de biens privés, distribution de biens privés, dans un cadre de concurrence, engendre un processus de concentration extrêmement fort autour de quelques très très grandes entreprises privées, processus de concentration qui est un processus également je dirais, d'élimination d'entreprises, mais aussi d'élimination de sources d'énergie. Pour faire des économies d'échelle, il faut produire sur des grandes surfaces et, si possible, avec pas trop de diversification, puisque la diversification est contraire à la production d'économies d'échelle. Là, on voit donc, à partir de là, dès lors qu'on considère ces services énergétiques produits, cette énergie produite, comme étant un bien privé, soumis à la loi de l'offre, on rentre très vite en contradiction avec des hypothèses de base du scénario négawatt. Une deuxième façon de voir les choses, c'est de considérer désormais que cette énergie produite relève d'un intérêt général, que ces services produits donc, relèvent de l'intérêt général, puisqu'il doit y avoir un droit d'accès à l'énergie pour tous, et que donc on doit passer à un système de propriété publique, c'est-à-dire c'est l'État qui est producteur et fournisseur de ces services de l'énergie. C'est le modèle que nous avons connu aussi en France, que nous avons eu avec un monopole public, une entreprise publique qui produit de l'énergie et qui distribue l'énergie. Alors là, on retrouve exactement les inconvénients
du bien privé, dans la mesure où cette manière d'envisager l'énergie comme étant, alors je ne dis pas bien public parce que je ne veux pas rentrer dans la théorie économique là, mais un bien public dans la théorie économique, ce n'est pas un bien qui est géré par l'État, c'est autre chose, il y a une autre définition. Bon, c'est un bien non rival, non exclusif. Hein, c'est l'exemple typique d'un bien public, c'est l'éclairage public. Hein, c'est-à-dire que si je passe sous l'éclairage public, je consomme de l'éclairage public et je ne prive personne d'autre de bénéficier de cet éclairage public, je ne peux pas exclure quelqu'un de l'éclairage public. Bon, quand on parle de bien public en économie, c'est cela, mais un bien public peut être géré de manière privée. Bon. Là, ce dont je parle, c'est autre chose. C'est le fait que la puissance publique décide à un moment donné que l'énergie est un service public et que la production d'énergie et la distribution doivent faire l'objet d'un monopole public. Alors, l'État donc est propriétaire. Par rapport au schéma précédent où il y avait plusieurs propriétaires, on a un propriétaire, un seul, c'est l'État, avec les mêmes phénomènes de concentration et de centralisation nécessaires, aussi bien au niveau de la production qu'au niveau des réseaux. Je crois qu'en France, l'exemple d'EDF est à ce titre une véritable caricature. Et évidemment, ce système-là conduit à des effets de monoproduction pour les mêmes raisons que dans le cas d'un bien privé. La différence entre les deux, c'est que là, bon, bien sûr, on est toujours au niveau de l'offre. Hein, on se situe toujours en priorité sur le développement de l'offre. C'est ça la priorité. Il y a quelque chose qui est différent, c'est que là est posé dans le cadre d'un service public le droit d'accès pour tous, avec des phénomènes de péréquation au niveau d'un territoire, etc., le droit d'accès pour tous aux services énergétiques. C'est la différence qu'il y a avec l'énergie conçue comme un bien privé. Mais dans le cadre d'une gestion publique de ce bien qu'est l'énergie, il n'y a pas eu, en tout cas dans les expériences que nous avons connues, il n'y a pas de régulation de l'accès. Il y a droit d'accès, mais il n'y a pas régulation de l'accès. Or, aujourd'hui, si on veut mettre en avant les questions de sobriété énergétique, on doit poser la question de la régulation de l'accès. Et donc, j'en arrive à une troisième possibilité pour désigner justement l'énergie. On peut considérer l'énergie comme étant un commun. Alors, on dit souvent un bien commun. Alors, que peut apporter cette idée d'énergie bien commun? D'abord, je voudrais dire que dans le modèle privé, donc, il y a une propriété privée. Dans le modèle public, il y a une propriété publique. Dans le domaine des communs, il y a une propriété commune. Les communs, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on dit parfois, la res nullus, c'est-à-dire ça n'appartient pas à personne et donc on peut faire ce qu'on veut, y compris gaspiller. Dans le cas des communs, il y a une propriété commune. Simplement, dans le cas des communs, la propriété est fondée sur d'autres caractéristiques que dans la propriété privée ou la propriété publique. C'est une propriété qui est fondée essentiellement sur l'usage. Ce n'est pas une propriété appropriation, c'est une propriété essentiellement donc fondée sur l'usage. Et ce qu'on appelle les communs, ce sont des communautés d'usagers. Communautés de producteurs usagers, mais communautés d'usagers. Et donc, quand on se place du côté des communs, et qu'on se place donc du côté de la communauté d'usagers, immédiatement, on est du côté de la demande et non plus de l'offre. On est du côté de l'évaluation des besoins. On est du côté de la décision démocratique de quels sont véritablement les besoins et quel usage pouvons-nous faire de ces ressources que nous avons créées en commun. Donc, on ne parle plus de l'offre. Bon, bien entendu, dans les communs, c'est pour ça que je disais commun plutôt que bien commun. La caractéristique des communs, aussi bien pour l'eau que pour d'autres communs que l'énergie, les communs se caractérisent par de véritables montages institutionnels, des règles d'usage, souvent extrêmement complexes, des règles tacites ou écrites, des règles orales aussi, qui ont permis la gestion des communs pendant très très longtemps,
toutes les règles n'étaient pas écrites, mais qui était une modalité du vivre ensemble acceptée par une communauté d'usagers. Donc, sont définis des droits d'usage, mais, et c'est là la différence avec le domaine, avec l'intervention publique, avec le secteur public, en même temps, il y a régulation des droits d'usage. Parce que dans toute la tradition des communs, cette propriété conçue comme usage engendre l'idée que nous devons restituer. Ce n'est pas une propriété appropriation, c'est-à-dire il y a usage et restitution. Il y a, si vous voulez, le donner, le recevoir et le rendre, tout le système du don, mais il y a nécessairement restitution. Il y a donc entretien de la ressource et nécessaire restitution. Ce qu'il n'y a absolument pas dans un système fondé sur la propriété conçue comme appropriation et donc expropriation. Dès lors qu'il y a appropriation, y compris si elle est étatique, il y a expropriation. Dans le cas d'une propriété commune, le fait que ce soit fondé sur l'usage et la restitution nécessaire fait qu'il n'y a pas cette expropriation et fait que aussi on peut envisager la durabilité de la production et des réseaux qui doivent se mettre en place pour assurer la distribution. Donc la communauté des usagers, c'est la communauté qui à la fois consomme et qui produit. Voilà pourquoi d'ailleurs se développe notamment dans ce domaine-là nombre de coopératives aujourd'hui. Dans le livre de Negawatt, il y a un long chapitre sur Enercop, je parle du petit livre jaune, qui de mon point de vue est une expérience extrêmement fondatrice parce que justement cette rupture terrible entre les producteurs et les usagers est rompue. Plus on éloigne la production des usages, plus on peut avoir une production complètement extravagante par rapport aux besoins réels en termes d'énergie. Donc on a besoin absolument de rapprocher les producteurs et les usagers. Donc production et usage deviennent inséparables. Et là, j'aime beaucoup l'expression de Jean-Luc Nancy, qui est un philosophe, qui emploie l'expression qui dit « les communs, c'est être en commun ». C'est mettre en commun et être en commun. Eh bien, c'est en commun la production et l'usage. Et surtout, j'insiste vraiment sur, et dans tous les communs, c'est ainsi, en particulier, je pense à l'eau, je pense sur les semences, il y a l'obligation de restitution. Et donc d'entretien du réseau, de ne pas épuiser la ressource, d'entretien de la ressource. Je vais presque terminer. Dans les communs, ensuite, reste à discuter, bien sûr, la taille de la communauté. Elle n'est pas donnée a priori. La taille de la communauté, cela peut être une municipalité, ça peut être un groupement citoyen, cela peut être une région. Et donc, là, il y a une discussion extrêmement importante sur la taille pertinente de la communauté pour la production et pour les usages. Ce sont des questions politiques au sens noble du terme que nous devons absolument nous réapproprier. D'autant que, une fois que la communauté existe, que ce commun existe, il doit s'ouvrir, bien entendu. Il doit s'élargir, notamment dans le domaine de l'énergie, puisque toutes ces communautés doivent être ensuite interconnectées pour assurer justement le droit d'accès à tous à l'énergie, à un tarif décidé en commun, etc., etc. Bon, voilà, j'ai été extrêmement rapide vu le temps qui nous était donné, mais je pense vraiment que toutes les réflexions qu'il y a aujourd'hui sur les communs et les types de propriétés peuvent être extrêmement fécondes pour repenser l'organisation du système énergétique, les choix énergétiques, mais toute l'organisation du système énergétique. Et c'est fondé, bien entendu, là, sur la participation citoyenne. Et là, on peut regretter vraiment que le débat actuel ne soit pas véritablement un débat public, parce que contrairement à ce que je crois beaucoup pensent, je pense que l'énergie, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les gens. C'est quelque chose... D'ailleurs, le témoin, c'est toutes ces initiatives qu'il y a partout et qui permettraient de nous réapproprier cela, parce que s'il y a un domaine de l'activité humaine qui a été totalement réifié, c'est l'énergie. À partir du moment où on a diminué l'énergie humaine et même l'énergie animale pour confier la production d'énergie à des appareils techniques, c'est la fameuse fée électricité, c'est totalement réifié.
Et donc là, il y a, je crois, vraiment un levier extraordinaire d'invention, d'inventivité, de bricolage. Aussi, la transition, elle se fera aussi avec du bricolage, de l'inventivité sociale. Et je crois que là, les communs ont beaucoup de choses à nous dire. Je n'ai pas parlé des savoirs, mais il y a des savoirs communs, des savoirs en commun qui sont à partager. Je vous remercie. Merci Geneviève. En t'écoutant, je me disais que le très beau mot choisi par ce groupement qui essaye de mettre en place justement beaucoup plus d'éléments coopératifs, énergie partagée, renvoie très exactement à cette notion que tu appelles de tes voeux entre le public et le privé, qui est finalement à réinventer. Et je me disais aussi que c'était un petit peu dommage que tu ne sois pas dans le débat sur l'énergie, parce que tu amènerais à certains de nos débats une jeunesse d'esprit et d'idées qui manquent parfois. Quelques questions directement à Geneviève. J'avais demandé à Geneviève de parler d'un thème qui m'est cher, qui est l'eau. Donc elle dit non, ni santé, ni eau. Bon. Et alors, tout le discours de Geneviève, là, à l'instant, tout ce qu'elle a dit, je vous propose de changer les mots énergie par les mots eau. Tout s'applique exactement au mot pour mot. Bon, donc je ne vais pas refaire son discours, mais par rapport au scénario négawatt, je trouve qu'il n'y a pas une goutte d'eau dans le scénario négawatt. Je trouve ça vraiment déplorable. Non, vous voyez, je ne sais pas. Hein. Je trouve ça la vraiment sobriété déplorable. Jusqu'à l'excès de sobriété. C'est-à-dire que dans tous les scénarios, votre scénario ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas d'eau dedans. Que ferait une centrale nucléaire sans eau? Vous portez même les vis dans la page 58 des bouquins jaunes, des parler de la terre, des modes de culture, et vous ne citez pas l'eau. Que feriez-vous dans l'agriculture sans l'eau? Est-ce que dans l'an 2050, qui est la fin de votre scénario, est-ce que vous avez prévu le manque d'eau? Parce qu'il y aura, l'eau sera toujours là, il ne peut pas la détruire, l'eau. Elle sera toujours là, mais elle sera là où il faut qu'elle soit, justement. Est-ce que vous l'avez prévu? Est-ce que vous avez étudié la question? Alors, un bout de réponse, et puis je passerai peut-être la parole à Christian Couturier pour un complément sur la partie plutôt agriculture. Cette idée qui est à la base, en quelque sorte, de l'association Négawatt, sobriété, ce triptyque sobriété, efficacité renouvelable, commence à faire des émules, notamment une association Négalitre, voilà, c'est-à-dire que la même idée, si vous voulez, vous pouvez la porter sur l'eau, vous pouvez la porter sur énormément de choses, sur les déchets, bien entendu. Il y a même des gens qui nous ont dit « Ah, c'est formidable, on voudrait créer Négamed pour Néga médicaments ». Et c'est pareil, sobriété, efficacité, renouvelable, etc. Donc, Négafrique, ça peut-être que Jean et Gaël vont parler tout à l'heure de l'organisation Négafrique qui a proposé à l'OMC ou à la BCE. Bien sûr qu'on n'a pas fait un livre sur l'eau, mais l'eau est très présente. Et en même temps, sans faire une grande analyse, on peut tout à fait dire que c'est un scénario qui, sur le plan de la consommation d'eau, notamment dans le domaine agricole, bien sûr, va limiter considérablement les gaspillages. Christian, peut-être un mot ? Pour compléter, oui, donc il y a deux aspects sur les quantités et la qualité. Hein, donc dans le scénario négawatt combiné avec le scénario after sur l'agriculture, globalement, la consommation d'eau, alors pour l'irrigation, compte tenu du changement climatique, de l'augmentation des températures, enfin d'un certain nombre de problématiques dues au stress hydrique, on va quand même maintenir un certain volume d'irrigation, mais on va changer radicalement les types de cultures à irriguer, donc beaucoup moins en été et plus au printemps. C'est quand même plus en phase avec la disponibilité en eau. Surtout, je pense que c'est au niveau de la qualité. On a à la fois moins de rejets de pesticides, d'engrais, de nitrates dans les eaux de surface. Et pour ce qui concerne le volet plus proprement énergétique, on a beaucoup moins de rejets thermiques. Donc aujourd'hui, on a l'équivalent de, je sais pas, c'est une cinquantaine de millions de tonnes d'équivalent pétrole qui sont dissipées aujourd'hui
alors en partie dans l'atmosphère et en partie dans les eaux, donc de mer, mais aussi de rivières. Dans le scénario négawatt, on n'en a pratiquement plus. Il n'y a plus de perte thermique dans l'origine négawatt, donc il n'y a plus d'impact thermique sur les eaux. Un dernier mot sur l'eau qui nous ramène au niveau du bâtiment. Il y a quelque chose dont on parle relativement peu. On parle beaucoup de chauffage en matière de rénovation, des exigences sur le chauffage, etc. Mais il est clair que c'est vers l'eau chaude sanitaire qu'un très grand progrès peut être fait. Et ne pas oublier que dans ce cadre-là, une diminution de l'eau pour l'eau chaude sanitaire au travers de petits équipements relativement simples, réducteurs de débit, douchettes à turbulence, etc., c'est quelque chose qui s'applique immédiatement et qui a un double bénéfice, bien sûr, pour les usagers, sur la facture d'eau et sur la facture de chauffage de l'eau, donc sur la facture d'énergie. Et dans toutes les expériences qu'on a pu derrière mesurer et regarder, c'est certainement un des points les plus accessibles immédiatement, y compris dans le domaine, bien sûr, social, ce qui m'amène, transition, vers Jean Gadret pour un développement sur cette partie-là. Merci Thierry. Alors Thierry m'a confié une espèce de mission impossible qui est de présenter des remarques un peu tous azimuts, pensant peut-être que j'étais omnicompétent, alors que, comme le disent certains de mes amis plaisamment, je suis en train de devenir un spécialiste du général. Mais cela dit, je suis quand même depuis des années un fan de Négawatt, que je cite pour mes articles, sur mon blog ou dans mes livres, y compris en commettant parfois des erreurs, mais il faut dire qu'il faut suivre, parce qu'entre le scénario 2003, le scénario 2006, le scénario 2011, janvier 2013, mars 2013, avril 2013, c'est le changement permanent, hein, c'est la transition dynamique. Alors voilà, j'avais préparé des tas de remarques et je vais me limiter vraiment à quelques-unes d'entre elles pour tenir dans les 10 minutes. J'avais des remarques d'abord de type économique, dont certaines, nous pourrons les discuter avec Philippe Quirion en particulier, sur le scénario de création d'emplois, que je trouve passionnant, très crédible, mais me posant quand même quelques petits problèmes de méthode qui peut-être ne modifieraient pas les résultats. En fait, la seule remarque un peu économique que je souhaiterais faire, c'est que mon souci étant la popularisation de ce type de scénario et aussi en même temps son enrichissement, ce qui n'a cessé de se produire, je pense qu'il pourrait aller encore plus loin, enfin en tout cas que ce que j'ai lu dans le gros livre, une sorte de manuel de transition, en matière d'évaluation des investissements et financements nécessaires, à la fois en montant et en mode de financement. Alors, je crois que vous avez eu raison d'adopter une position prudente. J'ai vu que dans les derniers documents qui nous ont été remis aujourd'hui, vous adoptiez une stratégie que je trouve vraiment excellente, qui consiste, à juste titre, à dire qu'il ne faut pas mettre seulement l'accent sur les milliards ou les dizaines de milliards ou les centaines de milliards qu'il faudra dépenser dans les 20 ans qui viennent, par exemple. Un exercice que la Fondation Nicolas Hulot a fait il y a 1 an ou 2, je ne sais plus très bien, de façon très intéressante. Après, on peut discuter. Il faut aussi pouvoir mettre l'accent sur les milliards, les dizaines de milliards ou les centaines de milliards évités. De la même façon que le scénario emploi est construit par comparaison avec le scénario tendanciel, le scénario financement qui n'est pas encore peut-être tout à fait au point, alors que je pense que les données existent, enfin en particulier avec Philippe, pourrait faire ce type d'exercice. Et comme je suis convaincu qu'il serait percutant, je vous y encourage sans pouvoir m'engager à y participer. J'avais préparé ensuite des remarques sur les indicateurs de la transition au-delà du produit intérieur brut, parce que je suis un peu, à défaut d'être omnicompétent, j'ai au moins sur ce point une vieille ancienneté, une ancienneté certaine. Et alors là encore, j'ai préparé une page, je vais vous retenir 1 ou 2 points seulement. Je pense que c'est important, pas décisif, pas révolutionnaire, mais c'est important d'accompagner la transition avec des indicateurs de progrès, la transition énergétique. Hein, là, moi aussi, comme Geneviève, je me limite à la transition énergétique, par des indicateurs pertinents. Et voilà 3 idées. D'une part, distinguer des indicateurs, je dirais, collectifs, au niveau national, régional ou territorial,
et d'autre part des indicateurs micro, comme on peut dire, permettant aux ménages, aux organisations, aux entreprises, de suivre leurs progrès. Je pense, deuxième point, que dans tous les cas, il serait nécessaire d'associer des indicateurs écologiques, énergétiques, et des indicateurs sociaux. Et en matière d'énergie, les indicateurs sociaux, certains existent déjà. En matière de précarité énergétique, je pense qu'on pourrait aller plus loin dans les évaluations d'inégalité d'accès à l'énergie, de consommation d'énergie entre les déciles extrêmes. Troisième point, peut-être tenter de mettre au point des indicateurs négawatts, fondés sur le triptyque sobriété, efficacité, renouvelable, mais je ne suis pas certain que ce soit possible, c'est juste une idée. Et puis, peut-être même aller jusqu'à l'idée d'un calculateur individuel négawatt destiné aux ménages, comme il en existe pour l'empreinte écologique, comme il en existe pour les bilans carbone, permettant à chaque ménage de suivre, en commençant peut-être par des choses simples, hein, parce que sinon ça peut devenir une usine à gaz, si je puis dire. Voilà, bon, quelques idées que j'ai développées dans cette page que je vous transmettrai. Ensuite, j'avais quelques interrogations écologiques. Je ne vais en retenir qu'une, parce qu'elle est déjà intervenue un tout petit peu dans le débat à propos de l'eau. Mais là encore, Négawatt ne peut pas tout faire. Voilà, c'est peut-être à d'autres de s'y coller, je ne sais pas. Mais en tout cas, en tant que profane dans ce domaine, je dirais que les bilans énergétiques qui figurent dans ces scénarios sont, pour moi, assez stupéfiants de qualité, mais qu'il y a peu de bilans matériaux. Et pourtant, la production des divers supports de fourniture d'énergie renouvelable, ça passe par des minerais, des matériaux. La production d'un plan très ambitieux d'isolation de logements, ça passe par des matériaux d'isolation, etc. Et pourrait-on par la suite réfléchir à la disponibilité à un coût non prohibitif de ces matériaux à l'échelle des territoires national et mondial? Et puis enfin, j'en viens au principal point qui m'intéressait pour cette journée, pour cette demi-journée, dont le sous-titre est « Approche écologique et sociale de la transition ». Et il n'y a pas eu énormément de questionnements de type social, même si Geneviève en a parlé d'une certaine façon, sous un certain angle, avec les communs. Alors, le scénario est très attentif aux questions sociales dans le gros bouquin qui le présente, et c'est absolument décisif. Ce n'est pas seulement décisif pour des questions éthiques, c'est décisif pour des questions d'acceptabilité politique, d'alliance, d'efficacité, autrement dit, pour qu'un tel scénario puisse s'imposer sans être imposé par le haut. Et moi, ce que je crains, et je pense que vous en êtes là, vous aussi, c'est que, compte tenu des niveaux absolument indécents d'inégalité et de pauvreté que nous connaissons et qui ont progressé depuis 10 ans, toute proposition de fiscalité ou de normes réglementaires, au demeurant nécessaire, qui va nécessairement provoquer une hausse des prix unitaires pour une qualité bien supérieure, eh bien, si elle n'est pas accompagnée de dispositifs sociaux crédibles et ambitieux, elle risque fort de susciter un rejet, non pas tellement parmi les plus aisés, mais parmi ou les plus pauvres ou les couches, la fraction des couches moyennes qui est déjà en sérieuse difficulté, et pas seulement sur le plan énergétique. Et même votre projet de taxe CEPEX, que je trouve vraiment subtil, j'ai découvert ça sur le papier, d'une part parce qu'il faut une contribution énergie, climat, écologie, et d'autre part parce qu'elle joue subtilement. Alors après, il faut regarder, hein, mais sur les 3 incitations qui poussent l'une à la sobriété, l'autre à l'efficacité, l'autre à l'augmentation de la part des renouvelables, même ce type de contribution risque de se heurter à de vives oppositions si on ne fait pas ce qu'il faut à côté. Alors, il y a des choses dans ce que vous avez écrit dans le chapitre 9 sur le juste prix de l'énergie. Il y a des choses sur la progressivité des tarifs avec la consommation. Peut-être ça pourrait être prolongé par la suite, enrichi
par une réflexion, sur les usages collectifs des produits de cette taxe. C'était une remarque que faisait Geneviève dans le débat tout à l'heure. D'autre part, et là je crois qu'il faut y aller de façon fine, dans une réflexion, une évaluation des impacts très différents sur les différents types de ménages, en fonction de leurs revenus, de leur type d'habitat, de leur localisation, de leur type de chauffage, de leur mobilité, etc. C'est possible. Je veux dire, alors je ne dis pas que c'est à Négawatt de faire ça. Négawatt ne peut pas tout faire, mais en même temps s'associer avec des collectivités. Dans ma région, par exemple, ils ont fait des milliers d'audits de logements en vue d'une politique de réhabilitation thermique. Ils ont fait une typologie en fonction des types de logements, de ménages, etc. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est possible. Voilà, peut-être même des partenariats. Et c'est non seulement possible, mais c'est nécessaire. Parce que même des tarifs progressifs avec la consommation pourraient maintenir, voire renforcer un certain nombre d'inégalités, de la même façon que les ménages qui sont contraints d'habiter dans des banlieues éloignées, mal desservies en transport collectif, etc., sont en partie contraints d'utiliser aussi leur voiture, beaucoup plus que des gens aisés vivant dans Paris intramuros, enfin Paris que je ne connais pas puisque je suis un provincial, mais ça se dit. De même, on va trouver des gens pas riches du tout qui, par contrainte ou par choix mal informé ou pour des tas d'autres raisons, chauffent avec des convecteurs, des logements qui sont des passoires à calories et qui vont alors payer la CPEX plein pot tant que le programme d'isolation ne les aura pas remis à flot. Et donc, dans une période transitoire, en attendant que les politiques d'isolation permettent de produire des effets sociaux positifs, que fait-on? Je n'ai pas la solution. Et d'ailleurs, moi, ce que je proposerais, c'est que ce type de projet de contribution soit débattu avec les associations de consommateurs, les syndicats, la Fondation Abbé Pierre, le Secours populaire, ATD Quart-Monde, le Secours catholique, etc., entre autres, afin de voir comment préserver l'essentiel de ces vertus incitatives qu'il faut préserver, sinon ce n'est pas la peine, sans compromettre, sans aggraver les difficultés de ceux qui en ont déjà beaucoup. Et ça sera ma dernière remarque, ou avant-dernière, il me semble que, sur une autre question sociale qui n'est pas indépendante, il me semble que l'ambition de conversion et reconversion de tous les secteurs plus ou moins liés à l'énergie devrait faire l'objet de débats avec les syndicats. Parce qu'il n'y a pas que la question il n'y a pas que l'approvisionnement énergétique de la France à sécuriser. Il y a aussi la sécurisation des parcours professionnels. Et ce n'est pas indépendant de mon point de vue, c'est-à-dire la possibilité de retrouver un emploi de qualification équivalente et pas à 100 ou 200 ou 1000 kilomètres. La transition énergétique va provoquer dans certains secteurs dont les effectifs sont appelés à décroître. C'est le cas, et à juste titre, dans votre scénario, des oppositions, si elle n'est pas, des oppositions vives, si elle n'est pas accompagnée de garanties de ce type. Dans les transports, l'industrie automobile, transport motorisé. Voilà. Alors certes, une planification, je vais utiliser le terme prudemment, mais enfin, planification négociée permettrait peut-être d'obtenir une réduction au fil du temps des emplois de ces secteurs, entre guillemets, insoutenables, globalement, avec des reconversions internes, sans augmentation du chômage. Mais en même temps, il faut aussi qu'il y ait une revendication qui n'est pas nécessairement portée par Négawatt, mais qui peut être mentionnée, de sécurisation des parcours professionnels en cas de difficultés sociales liées à des reconversions de secteurs. Voilà, moi j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui disait, je comprends parfaitement, les syndicats en France, c'est incroyable, etc. Ils s'accrochent à leurs trucs. Et puis, c'est les syndicats, justement, de l'énergie, du nucléaire, etc. Moi, j'ai participé à des débats qui m'ont, oui, effectivement, un peu tourneboulé il y a quelques années, au siège de la CGT, où les représentants de l'énergie tenaient des discours que je ne pouvais pas supporter. Mais en même temps, il faut qu'on réfléchisse aux conditions qui permettent de surmonter ce type de choses.
parce que je ne crois pas que les ouvriers de l'automobile se fichent de l'avenir de leurs petits-enfants, plus que nous. Je ne crois pas. Je crois simplement qu'ils sont pris dans un système où ce sont eux qui courent les risques d'une telle conversion si elle est trop brutale et pas négociée. C'est avec eux qu'il faut trouver des garanties de soutenabilité de leur propre parcours professionnel. Et ce n'est pas à Négawatt de le faire, forcément. Mais je crois qu'il faut qu'on ait ça en tête si on veut créer les conditions d'acceptabilité sociale d'un scénario que je trouve personnellement remarquable. Voilà, merci. Merci Jean. Une ou deux questions peut-être avant de passer la parole à Gaël Giraud. Alors sur cette fois-ci des éléments beaucoup plus macro. Moi j'avais une question à vous poser sur quelque chose qui nous a embêtés lors du travail qu'on a fait sur l'emploi, qui nous embête de nouveau dans les analyses macro et sur lequel je pense qu'il faudrait pousser la réflexion. C'est celle du taux de productivité du travail. Quel sera demain? On s'aperçoit que cette variable-là est extraordinairement importante dans les modélisations. Alors, face à cet inconnu, Philippe Quirion a décidé de prendre le même taux de productivité du travail, en quelque sorte de neutraliser finalement cette question-là, avec un taux un peu historique, ou tout au moins qui est une queue de l'histoire, à 0,75% d'augmentation par an. Et finalement, ça renvoie à deux questions, ce taux de productivité du travail. Qu'est-ce que c'est que la production ? Dans un scénario comme le nôtre, y compris dans les services, bien sûr, qu'est-ce qu'on va prendre, etc. Est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir des services, par exemple, à la personne, sur lequel on va se féliciter qu'une aide, par exemple, de personnes âgées à domicile puisse en faire 25 au lieu de 15 par jeu? C'est ça la société de demain? Et puis ça renvoie aussi, puisque c'est le taux de productivité du travail, à la notion de la durée du travail. Pour ma part, je pense qu'il faut qu'on explore ces questions-là. Mais nous, je dirais un petit peu, les ingénieurs à Négawatt, on est un petit peu... Il n'y a pas que des ingénieurs, je vais me faire allumer. On est un petit peu faiblard face à ça. Et là, on a besoin de vous, de personnes qui nous aident à réfléchir ensemble. Bon, j'avais prévu de zapper ce thème parce que c'est un peu compliqué. Et je ne peux pas le traiter en faisant énormément de gains de productivité. En effet, je comprends parfaitement que dans le scénario emploi, on ait retenu des hypothèses, au demeurant très prudentes, de gains de productivité faibles dans les décennies qui viennent, sur la base des tendances passées. En même temps, je me pose la question de savoir si on peut encore, aujourd'hui, pour une vraie transition, alors là, pas seulement énergétique, écologique et sociale, continuer à utiliser un concept qui fait l'impasse sur les gains de qualité, qui fait l'impasse sur les gains de soutenabilité, qui fait l'impasse sur les externalités négatives, alors que la transition est essentiellement qualitative. C'est-à-dire consiste à changer de type d'énergie, changer de type de biens, en tout cas dans toute une série de domaines, de type de produits agricoles et de processus. Voilà. Monter en qualité avec moins d'externalités négatives, c'est-à-dire monter en qualité et en soutenabilité, pour utiliser ce terme. Donc je n'ai pas la solution clé en main. Je pense qu'on peut mener des recherches sur la façon de faire des scénarios emploi en se débarrassant de toute hypothèse sur ce que seront les gains de productivité dans les 10, 20, 30 ou 40 ans qui viennent. Alors ça, chez les économistes, ce serait une révolution complète. Se passer d'hypothèses sur les gains de productivité et comment faire autrement, parce qu'on a besoin de scénarios aussi. Bon, voilà. Prenons un exemple. Supposons que le scénario Négawatt soit appliqué, que d'ici 2050, la production d'électricité mesurée en kilowattheure soit divisée par un peu moins de 2 la production. Ouais, voilà, disons 2, enfin, peu importe. Bon, allez, disons 2. Et supposons qu'en même temps, pour produire cette électricité, dans le secteur de la production de l'énergie électrique, il faille nettement plus d'emplois, ou un peu plus d'emplois.
Que nous diront les statistiques de productivité qui divisent le nombre de kilowattheures produits par le volume d'heures de travail? Que la productivité a terriblement décliné. Vous voyez, moins de production, plus de travail. Mais ça ne veut rien dire. Ce qui se sera passé dans ce processus, c'est le remplacement de kilowattheures sales par des kilowattheures propres, c'est-à-dire la production d'autre chose, un changement de qualité. Donc la question des gains de qualité et de soutenabilité va devenir cruciale, et continuer à utiliser cet outil qui les ignore, à des détails près, me pose un problème, même si je comprends bien que quand on est un peu forcé de faire un exercice d'économiste à la demande de l'association Négawatt, on fasse avec ce qu'on a. Hein. Donc mais je suppose qu'on peut innover. Et de même, ça ne serait pas forcément une mauvaise idée de se dire que le scénario prudent, solide de Philippe Quirion, étant fondé sur une hypothèse d'équivalent temps plein à durée identique du temps plein pour les 40 ans qui viennent, rien n'empêcherait d'envisager une variante où on se dirait, après tout, il y a un certain nombre d'économistes, de sociologues et d'acteurs sociaux qui disent qu'il faudrait peut-être qu'on passe aux 32 heures dans les années qui viennent. Alors évidemment, je sais bien que dans le contexte politique français actuel, ça paraît... bon. Mais le mouvement de réduction historique de la durée annuelle moyenne du travail, enfin, ça fait des décennies. Hein, et simplement, il a été un peu stoppé, et surtout, il a été marqué par une inégalité croissante entre ceux qui bossent à temps plein et ceux qui bossent à temps partiel, parfois très court. Donc la durée moyenne du travail, en fait... elle a continué à diminuer un peu, mais pas celle du temps plein. Bon, voilà. Donc, on pourrait envisager aussi une hypothèse de ce type, et ça renforcerait évidemment le scénario sous l'angle de sa capacité à créer des emplois par rapport au scénario tendanciel dans lequel on conserverait la durée actuelle du travail, bien entendu. Merci. Une autre question, Christian ? Alors, je ne sais pas s'il y a un micro, si quelqu'un peut lui apporter un micro pour la retranscription. Voilà. Christian Couturier. C'était pour apporter une réponse sur les bilans matières. Il y a des bilans matières dans le scénario Négawatt, on ne les a pas encore publiés, mais il y a au moins des bilans matières sur les matériaux dans l'industrie, dans la construction. Donc on a calculé les besoins en ciment, en bois, en béton, en acier, en aluminium, etc. Donc pour la rénovation, pour la construction, pour la fabrication des éoliennes, etc. Donc tout ça, ça y est, en intégrant les principes de sobriété, c'est-à-dire récupération, réemploi, recyclage, démontabilité des équipements, moins d'obsolescence, etc. Donc tout ça, c'est intégré et ça n'a pas été publié. Et deuxième type de bilan matière, c'est toute la modélisation des agrosystèmes. Il y a un travail assez considérable qui a été fait sur la modélisation des agrosystèmes. Les deux scénarios, After et Négawatt, partent d'une modélisation en valeur physique. Donc dans After, on est parti d'hectares de productivité, de production de biomasse avec des intrants, que ce soit la consommation d'eau, d'engrais, etc. Et tout ça, ça fait l'objet d'une modélisation assez poussée avec des boucles de rétroaction, etc. Enfin, voilà. Donc ça existe, mais pour la partie agricole, ça sera publié bientôt. On peut peut-être juste ajouter que dans le volet industrie aussi, il y a un certain nombre de quantifications qui ont été faites en analysant bien quels étaient les flux. Par exemple, j'ai en tête le papier avec les importations actuelles de pâtes à papier qui viennent parfois de forêts primaires. Hein. Et puis les emplois du papier chez nous, comment on peut, avec la sobriété, moins en employer, utiliser plutôt la ressource locale, éviter, relocaliser l'industrie, effectivement, et puis éviter des boucles d'import-export, parce que d'un côté, on en importe, et puis d'un autre côté, on en exporte. Voilà, enfin, il y a tout un travail là-dessus, sur ce genre de matière-là, du côté industriel aussi. Geneviève, tu voulais rajouter quelque chose? Si je peux me permettre, troisième complément sur un autre aspect, c'est le volet plus social, qui est figure dans le livre, dans le chapitre Le Juste Prix. Cette question est abordée aujourd'hui dans le cadre du débat, et le prix de l'électricité ou de l'énergie en général, du point de vue, alors il y a la Fondation Abbé Pierre, il y a les associations de consommateurs qui sont là. Alors, je suis un des auteurs du manifeste et je suis membre de Négawatt, mais je suis aussi vice-président du CLER, le réseau pour la transition énergétique, qui travaille beaucoup, qui a monté le réseau Rappel, le réseau des acteurs de la précarité énergétique. D'accord. Donc avec la Fondation Abbé Pierre, tout un tas d'organismes
qui s'occupe beaucoup plus de l'aspect social. On travaille beaucoup sur la précarité énergétique. Et en tout cas, on a déjà aujourd'hui, dans le cadre d'un dialogue qui date depuis pas mal d'années, et de pratiques locales, hein, on est des gens de terrain, encore une fois, on n'est pas dans les bureaux à la Défense. Aujourd'hui, la question de l'augmentation du coût de l'énergie en général est admise très clairement par la Fondation Abbé Pierre notamment, qui est très en pointe là-dessus. Avec évidemment en contrepartie, parce que la CPEX, hein, qu'on a créée ex nihilo, on va dire, et dont on n'a pas clairement affecté tout, mais ça effectivement c'est pas négatif de le faire, c'est la société dans son ensemble, mais c'est très clair qu'il y a une partie de cette recette qui doit être affectée à la lutte contre la précarité, la prévention de la précarité, et ça de ce point de vue-là, c'est pas seulement Négawatt ou Leclerc qui est sur ce point de vue-là, les associations du secteur de lutte contre la pauvreté et la précarité sont aussi maintenant aujourd'hui acquises à la cause de l'augmentation du prix de l'énergie. Non, c'est juste, je voulais poser une question tout à l'heure, mais je ne l'avais pas fait. Et je rebondis sur les bilans matière. Moi, il y a quelque chose qui me gêne, en tout cas, pour lequel j'ai une question sur le modèle de Philippe Quiriot. C'est tout ce qui a trait aux effets induits. Bon, je crois que c'est ce qu'on peut appeler aussi les effets rebonds. C'est-à-dire que non, je sais. Non, mais il y a aussi, il n'y a pas que ça. Mais il y a aussi ça. C'est pas que l'effet rebond, mais il y a aussi l'effet rebond là-dedans. Et donc, ça pose quand même un petit problème, je pense, par rapport à jusqu'où on peut aller dans ces effets induits. Parce que justement, jusqu'où on peut aller dans la poursuite de la production. Parce que tout à l'heure, ce qui était dit, ça me posait question par rapport à la sobriété. Si, dans mon esprit, les gains qui sont obtenus avec le scénario Négawatt, hein, parce que diminution de la facture énergétique, etc., ne seraient pas obligatoirement utilisés pour consommer plus d'autres choses. Non mais... Comment? Alors, j'ai bien aimé les exemples tout à l'heure. J'ai beaucoup aimé les exemples, le spectacle vivant, je ne sais pas. On sait très bien que ce n'est pas que ça. Ou en tout cas, il faut expliquer ce qui serait privilégié dans les effets induits. Parce que le poser ainsi, hein, c'est le schéma classique. Hein. C'est un vieux schéma, ça. Hein. Bon. Et donc, moi, ça me pose un problème. Parce que, alors, et là, je rejoins Jean sur la baisse du temps de travail. Sur la baisse du temps de travail nécessaire. Je pense qu'on ne peut pas penser la sobriété sans penser en même temps la baisse du temps de travail. Ça me paraît la quadrature du cercle si on ne le met pas ensemble. Bien sûr, mais tu as, et vous avez tous les 2000 fois raison. Simplement, l'exercice de Philippe, tu vois, il a simplement dit à un moment donné, là-dessus, on ne fait pas encore d'hypothèse. On part de quelque chose et ensuite, après, derrière, on peut imaginer effectivement la solution et aussi, bien sûr, vers vers cette réflexion sur la redistribution de ces effets induits. Voilà. Je vous propose de passer maintenant à l'intervention de Gaël Giraud. Alors cette fois-ci, là, on va monter d'un cran, en quelque sorte, sur les problématiques de financement. Et passer je dirais, des éléments coopératifs qu'on a vus tout à l'heure à la grande problématique des crises, de la finance. Et derrière, Gaël, ça serait intéressant que tu nous dises un petit peu tes réflexions, notamment sur des mécanismes de financement innovants. Alors je vais aller là-bas t'aider. Merci beaucoup. Je vais juste dire 3 mots avant, en écho un petit peu à ce qu'on vient d'entendre, pour réagir aussi, et moi un tout petit peu, pour réagir un tout petit peu à ce qu'a dit Jean sur la question, est-ce qu'on peut chiffrer non seulement les milliards que ça va coûter, mais aussi les milliards que ça va permettre d'économiser. Alors, le GT4 du CDNTE, auquel j'appartiens, le fait en ce moment. Donc il y a des tentatives de chiffrage avec évidemment toutes les incertitudes qui entourent ce type d'exercice, notamment sur qu'est-ce que c'est que le scénario de base, le scénario de référence, le benchmark pour parler en français, c'est-à-dire combien ça nous coûte de ne rien faire. Et en fait c'est plutôt là-dessus qu'il y a le plus de discussions, puisque moi je suis de ceux qui pensent que ça coûte très 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 cher de ne rien faire, mais par exemple nos interlocuteurs chez Bercy ne sont pas absolument de cet avis, puisqu'ils pensent qu'évidemment on va retrouver la croissance
éventuellement en allant la chercher avec les dents, enfin, ce genre d'affaires. Bon. Mais en tout cas, on essaie de le faire. Voilà. Juste pour rebondir un tout petit peu sur ce qu'a dit Geneviève, moi je trouve très très prometteuse la perspective des commons, des communs, et on pourrait sans doute essayer de pousser plus loin la réflexion en se demandant si la monnaie elle-même ne devrait pas être un commun, si le travail ne devrait pas être un commun, hein, et ça nous renvoie directement à la problématique de la baisse du temps de travail pour que tout le monde ait accès au travail. Alors là-dessus, je me fais écho de ce qu'on vient de dire. Hein. Moi, je trouverais très intéressant qu'on puisse évaluer aussi Négawatt avec une hypothèse de baisse de la productivité du travail. Ce n'est pas du tout une critique, hein, c'est au contraire un encouragement. Hein, parce qu'au fond, si on se dit l'augmentation de la productivité du travail telle qu'elle a été mesurée, et je suis complètement d'accord qu'elle est, ce n'est pas le bon instrument de mesure, mais si on prend cet instrument de mesure-là, peut-être que ce dont il rend compte, c'est essentiellement la substitution de l'énergie humaine à la substitution à l'énergie humaine de l'énergie fossile, qui permet des gains de productivité considérables. Si on fait la transition, il n'y a rien d'étonnant à ce que cette productivité-là diminue. Voilà. Et on pourrait aussi imaginer donc la monnaie, le travail, et puis la troisième sphère sociale de Karl Polanyi, c'est-à-dire les ressources naturelles, que ce soit aussi des communs. Je rebondis juste un tout petit peu sur ce que j'ai entendu tout à l'heure avant qu'on monte sur l'estrade, concernant donc les modèles macro qu'on peut utiliser pour évaluer Négawatt et faire le bouclage macro complet. Moi, il me semble qu'il y a un critère que je vous livre, hein, parce que ma toute petite expérience en la matière me montre que c'est assez crucial. Il y a un critère qui permet d'évaluer la pertinence du modèle lui-même, indépendamment du scénario Négawatt, qui est comment, s'il le fait, comment prend-il en compte les dettes des acteurs économiques. Je dis ça parce que c'est quand même un grand sujet aujourd'hui en Europe. Alors, contre-exemple, un modèle qui est utilisé par quelques collègues et amis du Conseil d'analyse économique, où il n'y a pas de dette et où le Japon, miraculeusement, renoue avec la croissance dans 2 ans. Voilà. Et donc, voilà. Alors, un modèle comme celui-là, honnêtement, à mon avis, ça ne vaut pas tellement la peine de tester Négawatt dessus. Donc, vous pouvez vous poser la question, si on veut tester Négawatt, demandez à l'économiste qui est en face de vous, où sont les dettes des acteurs, qui a des dettes dans votre modèle, et vous verrez que de manière très surprenante, peut-être 90% des modèles macroéconométriques utilisés par mes collègues n'ont pas de dette. Ne fût-ce que par exemple parce qu'il y a un ménage représentatif, donc il ne peut pas avoir de dette vis-à-vis de lui-même, donc les ménages n'ont pas de dette. Et les États, très souvent, n'ont pas de dette non plus. Alors évidemment, le Japon, s'il n'avait pas de dette, il redémarrerait peut-être demain matin, c'est possible. Voilà. Et puis, encore un dernier mot, et après j'en arrive au sujet, sur le taux d'actualisation. Et ce qu'on appelle toujours en français le Weighted Average Cost of Capital, le WACC. Bon. Comme ça a été dit tout à l'heure, le WACC utilisé par les industriels et les financiers actuellement, c'est de 8%. Alors, si on entre dans le débat des économistes néoclassiques, je ne dis pas qu'il faille être néoclassique, mais si on veut discuter avec eux, actuellement, l'état de l'art sur ce débat-là, c'est le taux de rendement du capital devrait être égal à le taux d'actualisation. Alors, probablement, nous sommes d'accord pour dire que pour des raisons éthiques, ce taux d'actualisation doit être nul aujourd'hui. Bon. Il n'y a aucune raison que les générations futures pèsent moins que nous aujourd'hui. Bon. Plus le produit entre l'aversion au risque collective et le taux de croissance du PIB dans l'avenir, le taux de croissance moyen du PIB. On pense ce qu'on veut de ces indicateurs. Je ne suis pas du tout en train de faire un plaidoyer pour ces indicateurs. Simplement pour dire que le débat en est là en ce moment. Donc si le taux d'actualisation c'est 0, il reste le produit du taux d'aversion fois le taux de croissance. Et il y a des travaux récents, assez sophistiqués, qui permettent d'éliminer le taux d'aversion pour le risque. Donc il ne reste plus que le taux de croissance. Et c'est là qu'on revient au grand débat. À combien pensez-vous évaluer la croissance l'année prochaine? Si vous pensez comme moi qu'elle est nulle ou négative, alors ça permet d'avoir un taux de rendement du capital égal à 0. Oui, tout en restant complètement dans le paradigme des économistes néoclassiques. Voilà. J'en arrive... bon. Oui, c'est écrit, je dis quelque part. J'en arrive un petit peu à ce que je voulais... Voilà. Ce que m'avait demandé, ce que m'a demandé Thierry. Alors, je vais montrer quelques diapositives que j'ai montrées au GT4 donc, du comité. Voilà, ici, comme ça. Alors, oui, ça marche très bien. Alors, quelques remarques préliminaires qui ne vont pas vous étonner, mais qui étonnent quelquefois même des collègues économistes. La première, c'est que les marchés financiers, parce qu'ils sont incomplets, c'est-à-dire parce qu'il est toujours impossible de s'y couvrir contre toute forme de risque, hein, c'est ce qu'on appelle l'incomplétude des marchés financiers, les marchés financiers allouent le risque et le capital de manière extrêmement inefficace. Alors, ce que je dis là, c'est pas, je veux dire, c'est complètement cachère, si je puis dire, dans la doxa néoclassique. Donc, c'est des résultats, si vous voulez, de la doxa néoclassique la plus orthodoxe, ce qui montre quelquefois qu'un peu d'orthodoxie éloigne beaucoup de la réalité et beaucoup d'orthodoxie quelquefois en rapproche.
la plupart des économistes néoclassiques oublient ce résultat qui est pourtant très connu depuis le milieu des années 80. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas compter sur le marché du carbone tant qu'il est dérégulé ou quand il n'est pas régulé de manière volontariste pour donner les bons prix, le bon signal prix. Même chose pour la totalité des marchés financiers. Ce n'est pas les marchés financiers qui vont financer la transition énergétique ou écologique. Deuxième point, une fois qu'on a compris ceci, en général, les financiers vous disent « Oui, alors c'est vrai que les marchés sont incomplets, c'est vrai qu'il existe toujours des risques par rapport auxquels il est impossible de se couvrir. » Alors, exemple, je donne un exemple tout de suite, le risque climatique. Il y a 10 ans, en Europe, on ne pouvait pas, ou c'était très très difficile, acheter ce qu'on appelait des weather derivatives, c'est-à-dire des actifs dérivés sur la météo. Aujourd'hui, vous pouvez le faire, c'est-à-dire que vous êtes une station de sport d'hiver, vous pouvez acheter une obligation qui vous rapportera de l'argent si le manteau neigeux à Courchevel, première semaine de février 2017, est inférieur à 5 cm. Vous voyez, ça existe. Donc, vous voyez qu'on a créé un nouvel instrument financier qui vous permet de vous protéger contre un risque qui existe depuis toujours. Donc, on a réduit l'incomplétude des marchés. Ça va? Donc, les financiers, aujourd'hui, la justification qu'ils apportent à leur existence, au fond, c'est nous travaillons à la réduction de l'incomplétude des marchés financiers. Une fois qu'on a compris que les marchés sont incomplets et que parce qu'ils sont incomplets, ils sont très inefficaces, la question qu'on pose, c'est réduire leur incomplétude permet-il de réduire leur inefficacité? Vous voyez? Si la réponse est oui, alors bon, on peut trouver une certaine justification sociale à l'existence de la finance de marché. Si la réponse est non, alors elle devient très problématique. Et la réponse est ça dépend. Vous voyez? Voilà. Les tâches solaires, c'est un dernier exemple pour nous convaincre définitivement que les marchés financiers ne sont pas la solution. Les tâches solaires, vous voyez, c'était des prophéties autorisatrices. Supposez que, et c'est vraiment ce qui est arrivé en 2002, George Bush fait une déclaration après avoir rencontré le Premier ministre japonais. Il fait une confusion entre dévaluation et déflation. Vous savez que le Japon est dans la déflation depuis le début des années 90. Donc Bush, dont le lexique est limité, dit le Japon connaît une dévaluation terrible. Et le yen a chuté de plusieurs points en quelques heures parce que les traders sur les salles des marchés se sont dit mais ils nous annoncent la dévaluation du yen, donc on vend avant de perdre de l'argent. Donc vous voyez, c'est une prophétie autorisatrice. Et puis le Premier ministre japonais, voyant ceci, a fait une contre-déclaration de presse en disant non, non, pas du tout. Le président Bush ne sait pas lire les notes qu'on lui a écrites. Il voulait parler de la déflation japonaise. Et le yen a repris le cours qui était le sien avant la déclaration de Bush. Donc ça, c'est un exemple de tâche solaire très célèbre. Ce que montre la théorie orthodoxe la plus néoclassique, la plus standard, mainstream, tout ce que vous voulez, c'est que les marchés financiers sont constamment travaillés par les tâches solaires. Il n'y a pas les marchés financiers comme, disons, grand horizon peuplé de gens rationnels qui anticipent à la... Voilà, bon, ça n'existe pas du tout, même dans la théorie la plus standard. Celle-ci vous dit qu'il n'y a pas de sortie hors des tâches solaires sur les marchés financiers. Dernier exemple, le tweet du 23 avril dernier, où, comme vous le savez, il y a eu un canular, enfin bon, voilà, qui a été lancé sur les marchés financiers, qui a fait perdre donc 115 milliards d'euros en 3 minutes. Et c'était un canular. Voilà, vous avez peut-être entendu parler de ça. Donc c'est un exemple de tâche solaire sur les marchés financiers. Alors, ces préliminaires étant dit, moi, ma contribution, mais c'est mes propres petits travaux, c'est de montrer qu'à l'intérieur même de l'économie néoclassique la plus mainstream, il est possible d'avoir des conclusions qui sont intéressantes pour nous. Parmi celles-ci, il y a ce que je vais vous raconter tout de suite. Au fond, il n'y a que 3 régimes d'équilibre possibles dans ces modèles-ci, qui sont, premièrement, ou bien un régime de croissance, la plus standard possible, avec de l'inflation. Et cette inflation-là n'est pas compatible avec les règles de la zone euro, notamment avec le mandat de la BCE. Donc ça, c'est le régime des 30 glorieuses, en gros. Vous avez de la croissance et vous avez de l'inflation qui accompagne la croissance. Forte création monétaire qui accompagne la croissance. Deuxièmement, un régime de déflation. Ça, c'est ce que connaît le Japon. Donc la déflation, je suppose que vous voyez ce que c'est. C'est, pour prendre une image, tous les acteurs économiques se persuadent que demain matin, les prix seront plus bas qu'aujourd'hui, ou en tout cas ne vont pas monter. Et donc les entrepreneurs se disent je vais investir demain, ça me coûtera moins cher. Les ménages se disent je vais acheter mon appartement demain, ça me coûtera moins cher. Tout le monde attend. Le moteur économique, pour dire les choses bêtement, se met en léthargie. Demain, les prix baissent. Et tout le monde se dit j'ai bien eu raison d'attendre, je vais attendre une journée de plus. Et comme ça, l'économie s'attend. Et donc ça, c'est déflationniste. La trappe déflationniste, une fois qu'on est tombé dedans, je parle sous le contrôle de Jean, je pense que personne ne sait comment on en sort. On est rentré dedans dans les années 30, et peut-être au fond n'en sommes-nous sortis que grâce, entre guillemets, à la Seconde Guerre mondiale. Troisième régime, les bulles spéculatives sur les marchés financiers. Donc ce que mes petits travaux modestes montrent, c'est que si
L'effet de levier, c'est-à-dire en gros la taille de la position que vous pouvez prendre sur les marchés en fonction de l'apport en capital très, très faible en général qui est le vôtre, si ce ratio-là est très élevé, et donc si ça devient très très intéressant d'aller sur les marchés financiers, la création monétaire migre immédiatement vers les marchés financiers, parce qu'ils permettent potentiellement des rendements exorbitants qui sont incomparables avec ceux que rend possible l'économie réelle. Et donc dans ce cas-là, vous avez une succession de bulles spéculatives dont l'éclatement inévitable détruit à chaque fois une partie de l'économie réelle. Et donc probablement que donc le régime 2, la déflation, c'est ce que connaît le Japon depuis les années 90. Le régime 3, la succession des bulles, c'est ce que nous connaissons, nous, dans le bassin nord-atlantique, depuis une trentaine d'années, avec en gros un crack tous les 4 ans en moyenne. Alors, exemple, au Japon, que se passe-t-il? Donc là, vous voyez la croissance du PIB réel en bleu, le taux de chômage qui monte doucement, et les taux directeurs de la Banque du Japon qui s'effondrent à zéro. Donc comment est-ce qu'on reconnaît qu'un pays tombe dans la déflation? Il y a des critères très simples, hein. Et ceci est objet de débat, évidemment, hein. Vous imaginez bien qu'un certain nombre d'économistes s'efforcent d'essayer de montrer que la déflation n'existe pas, que c'est absolument impossible. Voilà. Donc l'intérêt de ce que je vous ai raconté tout à l'heure, là, à l'instant, c'est que même dans les modèles mainstream, on peut montrer que la déflation non seulement est possible, mais nécessaire. Sinon, vous avez soit de l'inflation, soit des bulles. Et donc le Japon, lui, très certainement est dans la déflation. Le critère, c'est le taux d'intérêt directeur de la Banque centrale est à zéro. En fait, idéalement, il devrait même être négatif, mais la Banque centrale n'arrive pas à se convertir à des taux d'intérêt négatifs. Et il n'y a plus d'activité, les prix baissent doucement, le chômage augmente tranquillement. Ça, c'est l'inflation au Japon, en bleu, et en Grèce. Donc vous voyez que la Grèce aussi s'enfonce doucement dans la déflation. Ça, c'est les dépenses monétaires, les dépenses publiques au Japon. Alors, il faut rajouter que ce qui rend la trappe déflationniste particulièrement dangereuse, c'est qu'une fois qu'on est rentré dedans, même des grands plans de relance comme ceux que le Japon a essayé de lancer depuis 20 ans ne permettent pas nécessairement d'en sortir. Pourquoi? Parce que toute la question qui est posée, c'est comment est-ce que vous arrivez à convaincre l'ensemble des acteurs économiques que demain les prix vont monter et que ça vaut le coup d'engager des activités économiques réelles aujourd'hui plutôt que demain. Vous voyez? Même si vous créez de la monnaie en disant aux gens, mais allez-y, endettez-vous et puis achetez votre appartement. Si tout le monde est persuadé que les prix vont baisser demain, les gens prennent votre argent, l'argent que vous avez créé, le taux d'intérêt d'emprunt est nul, le taux directeur de la Banque centrale est nul, donc ça ne leur coûte rien, et ils vous le restituent gentiment sans rien en faire. Hein, c'est ce que font les banques, essentiellement au Japon. C'est ce que la plupart des grandes banques européennes sont tentées de faire avec les milliards que Mario Draghi crée gratuitement pour elles. Donc ça, c'est le risque majeur, me semble-t-il, qui guette l'Europe aujourd'hui. Et donc la question, c'est comment en sortir. Certainement des grands plans de relance keynésiens classiques, et là, de ça, j'accepte évidemment la transition, ne sont pas nécessairement la panacée. Probablement, ça ne permet pas d'en sortir. Donc là, évidemment, vous le connaissez, ça c'est un des indices boursiers qui montre les bulles majeures que nous avons connues. Vous avez la bulle .com, puis la bulle subprime. Ici, alors, oui, quand même, un point. Les milliers de milliards que les banques centrales créent depuis des années, et pas simplement depuis 2008. En fait, le taux de croissance de la base monétaire mondiale, c'est 15% par an depuis le milieu des années 90, et c'est 30% par an depuis 2008. Mais donc ça fait longtemps en fait que les banquiers centraux créent énormément de monnaie chaque année à la disposition des banques. Ces banques utilisent, alors maintenant elles ne l'utilisent plus à cause des raisons que j'ai dites à l'instant, mais au moins jusqu'en 2008, elles ont utilisé cette monnaie banque centrale pour à leur tour créer de la monnaie, celle que nous utilisons nous et qui est dans nos portefeuilles ou dans nos comptes en banque. Mais l'essentiel de cette création monétaire a migré vers les marchés financiers. Ça, c'est le scénario 3 que j'ai décrit tout à l'heure. Et là, elle y a alimenté des bulles spéculatives. Il y a une seule exception dans l'économie. Alors ça, c'est la raison pour laquelle on n'a pas vu beaucoup d'inflation dans l'économie réelle. Ce n'est pas du tout dû au génie manipulateur des banquiers centraux qui auraient trouvé la recette pour que nous n'ayons plus d'inflation. C'est simplement dû au fait que les rendements, les effets de levier sur les marchés financiers, grâce à la dérégulation financière devenant tellement extraordinaire, la création monétaire migre immédiatement vers les marchés financiers et y alimente des bulles. Il y a une seule exception majeure, c'est le marché immobilier, qui a joué un rôle, comme vous le savez, fondamental dans la bulle subprime de 2001 à 2007. Pourquoi est-ce que le marché immobilier, lui, connaît une inflation extraordinaire? Et c'est ce que vous voyez ici pour les États-Unis. Vous voyez donc la bulle immobilière aux États-Unis qui commence à grimper à partir de 1990-95. Et je crois que j'ai pris la même chose en France. Vous voyez qu'en France, c'est la ligne en pointillé. Donc c'est pire encore. La France connaît aussi une bulle immobilière extraordinaire. La raison de ceci, c'est que l'immobilier sert globalement, grosso modo, de collatéral aux activités financières.
les activités financières utilisent comme collatéral, comme hypothèque, comme gage, si vous voulez, l'immobilier. Et du coup, si les opérations financières que vous pouvez lancer sur les marchés financiers ont des effets de levier extraordinaires, eh bien le collatéral qui les rend possibles commence à avoir une valeur extraordinaire lui aussi. Vous voyez. Alors là, ça vous montre la base monétaire, donc la création monétaire par les banques centrales, les États-Unis, zone euro, Royaume-Uni et Japon. Donc vous voyez que la croissance est verticale en 2009. Peut-être que vous ne voyez pas les dates, je ne sais pas. 2009, c'est vertical. Vous avez vraiment la face nord de la guerre en 2009 et en 2011, ça recommence. Bon, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis là, je vous ai mis les dettes. Donc pourquoi je vous mets les dettes? Parce que d'abord, l'acteur le plus endetté en Europe, ce n'est pas la puissance publique, on va le voir tout de suite. Et ensuite, parce que le fait d'avoir un environnement où beaucoup d'acteurs économiques sont très endettés, c'est très propice à la déflation. Ce qui veut dire que, la thèse que je défends, je ne suis évidemment pas le seul, c'est que le scénario de base par rapport auquel il faudrait tester négawatt, c'est un scénario dans lequel nous nous enfonçons dans la déflation et dont personne ne sait comment on en sort. Alors, qui est endetté en zone euro? Eh bien, vous voyez que la ligne du haut, noir, c'est pas du tout la dette des États, c'est la dette des entreprises financières. Et la dette publique, c'est la ligne grise qui est en dessous, qui commence à monter simplement, entre guillemets, en 2009. Jusqu'en 2009, elle est relativement stable. Alors, là, je vous montre la même chose, mais les dettes en noir, ça va beaucoup plus haut. Cette fois-ci, c'est toujours les dettes des entreprises financières, mais cette fois-ci non consolidées. Alors pourquoi non consolidées? Parce que nos amis financiers, pour se rassurer, calculent toujours la dette consolidée du secteur financier. Autrement dit, si la banque A a une dette vis-à-vis de la banque B, par exemple, elle lui doit 100, et puis la banque B doit 200 à la banque A, alors on annule et on dit il y a simplement une dette de 100 due au secteur financier vis-à-vis de lui-même. Simplement, ce calcul est complètement faux parce que, admettons, par exemple, la banque A doit 100 à la banque B, mais doit 100 à la banque B dans 6 mois. Et puis la banque B doit 200 à la banque A, mais dans 10 ans. Ces deux dettes ne sont absolument pas comparables. Elles n'ont pas du tout la même maturité. Donc la banque B ne va certainement pas dire à la banque A, si jamais la banque A ne peut pas honorer sa dette, alors tu ne peux pas payer 100, mais c'est pas grave. Moi, comme je te dois 200, je te fais cadeau des 100 que tu me dois. C'est absolument faux, puisqu'elle lui doit 200 dans 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Alors si vous regardez la dette non consolidée, c'est beaucoup plus effrayant. Vous voyez que la dette des entreprises financières en Europe est beaucoup plus importante que celle de tous les autres acteurs, et elle ne diminue pas après 2008. Alors elle stagne un petit peu en 2008-2009. Alors il faut dire que nos banques étaient quasi mortes, donc évidemment elles n'avaient plus d'activité, elles ne pouvaient même plus s'endetter. Et depuis 2010, ça recommence à augmenter. On a repris le business as usual qui était antérieur à la crise. Alors là, c'est les indices des prix pour achever de vous convaincre qu'un certain nombre de pays, par exemple la Grèce, sont déjà tombés dans la trappe déflationniste. C'est le bleu, la Grèce, et qu'un certain nombre d'autres pays, l'Espagne, le Portugal, sont menacés d'y tomber à leur tour. Taux de croissance du PIB en glissement annuel, tout en bas, c'est la Grèce, c'est le bleu, et puis au-dessus, vous avez l'Espagne, le Portugal et la zone euro dans l'ensemble. Voyez, sachant que le taux directeur de la BCE est quasiment à zéro, on a bien tous les indices qui convergent pour faire l'hypothèse que nous sommes en train de glisser doucement mais sûrement vers la déflation au sein de la zone euro. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là pour ces slides. Simplement pour dire, voyez, si on accepte la partition que j'ai donnée tout à l'heure, entre eux, il n'y a que 3 régimes possibles. Un premier régime qui est la croissance avec de l'inflation, mais qui est incompatible avec le mandat de la BCE, donc de toute façon, c'est incompatible avec la zone euro. Deuxième régime, la déflation, ce qui nous guette, à mon avis, de manière massive aujourd'hui. Troisième régime, les bulles spéculatives à répétition. Vraisemblablement, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins en Europe et nous sommes en train de passer du troisième régime vers le deuxième. Et la question, c'est comment réussir à échapper et au troisième et au deuxième et récupérer non pas de la croissance avec de l'inflation, parce que la croissance comme telle ne peut pas être un objectif pour les tas de raisons que vous connaissez aussi bien que moi, mais disons à de l'emploi, de l'activité. Bon. Et évidemment, de ce point de vue-là, c'est la question énergétique qui apparaît en premier lieu, qui me permet de dire, mais là je vous épargne ces slides parce que vous connaissez ça aussi bien que moi, que la relance keynésienne comme telle, si elle ne met pas l'accent de manière absolument frontale sur la question de la transition énergétique, ne permettra pas de revenir au scénario 1, dans la mesure où faire simplement de la relance sans se préoccuper de la transition énergétique, c'est tout simplement uniquement augmenter le déficit de la balance commerciale française et transmettre de la relance du côté des pays producteurs d'énergie, mais pas chez nous. Ça va? Alors, il me reste encore quelques minutes. Je vais parler un tout petit peu maintenant, puis je vais me rasseoir, des questions de financement de la transition. Puisque, comme l'a dit Jean tout à l'heure, bon, par exemple, la FNH a essayé de chiffrer un petit peu le coût de la transition. Bon, c'est certainement un enjeu majeur
au sein du débat, pour l'instant, du comité. Alors, peu importe, au fond, les montants exacts sur lesquels on se met d'accord. En gros, quand même, me semble-t-il, ça oscille entre 50 milliards et 100 milliards d'euros tous les ans pendant 10 ans, bon, pour la France. Il faut multiplier par 5 pour la zone euro. C'est des sommes qui paraissent considérables. Je rappelle quand même tout simplement que entre décembre 2011 et février 2012, Mario Draghi a créé 1000 milliards à la disposition des banques, qu'elles n'ont pas complètement utilisées, mais peu importe, il a créé 1000 milliards. Alors, cette question du financement. Là-dessus, à mon avis, pour comprendre les enjeux de la discussion, il faut se rappeler une évidence, mais je crois qu'il faut malheureusement le rappeler, c'est que le métier d'une banque, qu'elle soit publique ou privée, c'est de créer de la monnaie. Une banque n'est pas une caisse de dépôt. Et lorsque vous allez voir votre banquier et que vous lui demandez un crédit pour acheter un appartement, il ne va pas vérifier au 4e sous-sol de la banque s'il y a suffisamment de lingots d'or pour pouvoir vous prêter. S'il vous prête, il écrit sur un écran d'ordinateur « Je prête à Madame Dupont tant de milliers ou de millions d'euros, voilà, et elle devra me rembourser avec un taux d'intérêt. » Et à ce moment-là, une grande partie, l'essentiel de la monnaie qu'il prête, s'il prête 100, il y a au moins 90 dans ce qu'il prête, qui est de la monnaie qui n'existait pas 2 minutes avant. Ça n'a rien de magique, c'est le pouvoir de création monétaire qui a été délégué par le roi, qui était seul habilité à frapper monnaie, aux banques privées. Ça va ? Alors la difficulté dans la zone euro, c'est que la zone euro est construite de telle sorte que seules les banques privées et la Banque centrale européenne ont le pouvoir de création monétaire. On a retiré le pouvoir de création monétaire des mains de l'État, et ça fait partie de, pour reprendre un peu les catégories de Geneviève, la privatisation de la monnaie qui est organisée au sein de la zone euro. On a eu une monnaie qui était plutôt publique jusqu'à une date récente. La zone euro est une extraordinaire usine à gaz dans laquelle on a tout fait pour que la monnaie soit entièrement privatisée. Alors, par exemple, le grand thème de l'indépendance de la Banque centrale européenne est en fait une manière euphémisée de dire nous ne voulons pas que la puissance publique ait le pouvoir de création monétaire, nous voulons que les seules institutions qui en disposent soient les institutions privées. Puisque l'indépendance de la Banque centrale européenne, ça veut dire en français dans le texte que la Banque centrale européenne est inféodée aux intérêts des banques privées. Et si vous pouvez relire toutes les décisions de la Banque centrale européenne depuis 2008, vous verrez qu'aucune de ces décisions n'est défavorable aux banques. Même aller racheter de la dette publique sur le marché secondaire, dans la mesure où c'est sur le marché secondaire et donc où ça passe par la case banque, si vous rachetez de la dette publique sur le marché secondaire, ça veut dire que la BCE rachète auprès des banques la dette qu'elles-mêmes ont achetée aux États lors de l'adjudication des adjudications du Trésor sur le marché primaire, mais elles l'ont fait parce qu'elles sont sûres que la BCE va leur acheter sa dette et elles se prennent une commission au passage, évidemment. Donc même racheter de la dette publique sur le marché secondaire, c'est encore une décision qui est très très favorable aux banques. Voilà, donc mon point de vue, c'est que il y a, disons, un blocage culturel, on pourrait même dire métaphysique très très profond, qui est en Europe, beaucoup de gens, du côté de ce qu'on pourrait appeler entre guillemets les élites européennes, sont convaincus que la puissance publique ne doit pas disposer du pouvoir de création monétaire parce que sinon c'est la catastrophe. Alors qu'est-ce qu'on nous raconte ? On nous dit mais si jamais l'État se met à utiliser la fameuse planche à billets, ça va donner de l'inflation. L'inflation donnera l'hyperinflation de demain. L'hyperinflation de demain, c'est Adolf Hitler au pouvoir dans 3 ans, ou en 2017. Alors la réponse, à mon avis, est très simple, c'est que tout ceci est faux. La création monétaire n'est pas ipso facto inflationniste. Parce que si c'était vrai, il faudrait fermer toutes les banques demain matin, puisque le métier d'une banque, c'est de créer de la monnaie. Si à chaque fois qu'une banque vous accorde un crédit, elle provoquait de l'inflation, alors il faudrait tuer les banquiers demain matin. Si on croit que l'inflation est le mal absolu, etc. Ce n'est pas du tout ce que je crois, mais j'essaie de raisonner, vous voyez, à l'intérieur des œillères de nos interlocuteurs, aussi bien de la Commission européenne que de Bercy, par exemple. Donc il n'est pas vrai que la création monétaire comme telle est inflationniste. Ce qui est vrai, et ça peut être dit à l'intérieur même des modèles les plus néoclassiques, standards, mainstream, c'est que si vous créez de la monnaie et que vous jetez cette monnaie par la fenêtre, alors très vraisemblablement c'est inflationniste. C'est ce qui s'est passé au fond au XVIe siècle. On a découvert énormément de ressources en or et en argent de l'autre côté de l'Atlantique. On a rapatrié ça en Europe. À l'époque, la monnaie était gagée sur l'or et l'argent, mais il n'y a eu aucune découverte technique. Il n'y a pas eu de révolution managériale, pas de révolution Internet, pas de stress au boulot, manifeste en tout cas, au XVIe, pour accroître la taille du gâteau Europe, la taille du gâteau réel Europe, en face de l'accroissement de la quantité de monnaie en circulation. Et donc, vous avez eu de l'inflation. D'où les jérémiades de Jean Bodin qui dit « mais vraiment, la création monétaire, c'est le mal absolu ». Oui, bon, il est précédé par une longue tradition de gens qui n'aiment pas qu'on crée de la monnaie. On pourrait revenir sur cette question si vous voulez. C'est un grand débat, à mon avis, métaphysique. Si par contre vous créez de la monnaie et qu'en face vous créez de la valeur réelle, il n'y a aucune raison. Vous voyez, donc vous avez à ma gauche le gâteau France, par exemple, et puis à ma droite la quantité de monnaie en circulation qui permet de donner un prix au gâteau France. Si la taille du gâteau France augmente à la même vitesse que la taille de la
quantité de monnaie en circulation, les prix ne peuvent pas augmenter. Oui. Et vous pouvez dire ceci de manière formelle et plus précise que je ne le fais en ce moment, à l'intérieur même des théories quantitatives de la monnaie que nos interlocuteurs affectionnent beaucoup. Donc, il est faux de dire que la création monétaire est toujours inflationniste. Par contre, dire on va financer la transition écologique grâce à la création monétaire, ça pose la question de quelle est la création de valeur réelle qu'on va mettre en face de la création monétaire. Deuxièmement, est-ce que l'inflation provoque toujours l'hyperinflation? Vous savez très bien que ce n'est pas vrai du tout. On a eu beaucoup d'inflation dans les années 70, qui n'était pas du tout à un excès d'endettement des États, mais à un choc pétrolier, ce qui n'a absolument rien à voir. Et ça n'a pas provoqué d'hyperinflation au sens technique du terme. Troisièmement, est-ce que l'hyperinflation, c'est Hitler au pouvoir en 2017? C'est également faux, complètement. Hitler arrive en 1933 au pouvoir, après 3 ans d'une politique très très précise menée par le chancelier Brüning, le Kanzler Brüning, que l'histoire s'est dépêchée d'oublier. Mais le Kanzler Brüning, il n'a pas du tout provoqué d'hyperinflation en Allemagne, il a mis en place une politique d'austérité budgétaire qui a plongé l'Allemagne dans la déflation. Et donc ma réponse est très simple, ce qui conduit Hitler ou éventuellement Marine Le Pen au 2e tour en 2017, c'est la poursuite de l'austérité budgétaire et de la déflation. Ça, c'est le meilleur moyen d'avoir Hitler au pouvoir. Voilà, ça va pour le... Alors, tout ceci étant posé, comment est-ce qu'on finance la transition? Comment est-ce qu'on trouve chaque année entre 50 et 100 milliards pendant 10 ans en Europe, en France? Alors, il y aurait une solution très simple qui est la BPI. Bon, la BPI, la Banque publique d'investissement, si c'était une vraie banque publique d'investissement, comme ceci avait été promis par le président de la République lors de la campagne, la banque publique sera la banque de la transition écologique, c'est ses propres mots, alors probablement on aurait très peu de difficultés. Pour dire les choses de manière très très simple, en gros, avec de fonds propres dans une banque, la banque peut prêter 10 à l'économie, en étant complètement BAL 3 compatible, en tenant compte des règles prudentielles de BAL 3, dont vous savez d'ailleurs qu'une partie ne sera pas appliquée grâce au lobby très intense des banques. Bon. Donc malheureusement, la BPI n'est pas une banque. Contrairement à ce que son nom indique, les statuts de la BPI qui ont été rédigés l'année dernière sont tels que la BPI ne peut pas se refinancer auprès de la BCE, ce qui veut dire qu'elle n'a pas le droit au fond de créer de la monnaie. Ceci a été fait de manière très discrète, mais voilà. Donc il y a un moteur bancaire dans la BPI, mais c'est Oseo. Vous avez vu que la BPI maintenant a été, disons, confiée à la CDC, la Caisse des dépôts, et à l'intérieur de ça, vous avez une vraie banque qui est Oseo, mais Oseo est une banque entièrement fléchée vers les PME. Et donc ce n'est pas Oseo qui va financer, a priori, sauf si on changeait le statut d'Oseo, qui va financer la transition. Et la BPI non plus. Donc, sauf changement du statut de la BPI, je ne vois pas aujourd'hui comment la BPI pourrait financer la transition, bien qu'évidemment je sois favorable à ce qu'elle le fasse un jour. Alors, que reste-t-il? Et j'ai presque terminé, j'en ai encore pour 2 minutes. Alors, la proposition que j'ai faite, moi, au comité pour le débat national, c'est de réutiliser des choses qui se sont déjà faites, puisque vous savez sûrement que l'un des arguments très très souvent invoqués dans les couloirs de Bercy, c'est ça ne s'est jamais fait, donc c'est impossible, ou bien il n'y a pas d'argent, mais là justement on en trouve, ou bien les Allemands seront contre, bon, la Commission européenne sera contre, ou bien alors on l'a déjà fait et ça ne marche pas. Donc là on l'a déjà fait et ça marche, donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on a fait? L'exemple, c'est la Société de financement de l'économie française, la SFEF, qui a été créée très discrètement en 2008 et qui a cessé ses activités fin 2009 pour sauver nos banques qui étaient en état de faire faillite en 2008. Alors, la SFEF, c'est une espèce d'ornithorynque juridique, puisque c'est une institution, donc c'est une société de financement, ce n'est pas une banque, c'est une institution de droit privé, dont le capital a été constitué en quelques jours, et le capital est dérisoire, c'est quelque chose de l'ordre de 75 millions d'euros, ce qui est très très peu. Avec les apports en capital, vous avez 40% de l'État français, et tout le reste, ce sont des banques elles-mêmes qui ont mis au pot pour renflouer en capital la SFEF. Mais c'est des sommes tellement dérisoires que ça ne leur coûtait pas bien cher. Bon. Et vous allez voir qu'en fait, dans la construction de la SFEF, le montant des capitaux propres n'a aucune importance. Aucune importance. La SFEF est donc une institution de droit privé. Pourquoi est-ce que c'est une institution de droit privé? Parce que l'État est minoritaire dans son capital. Néanmoins, la SFEF a été dirigée par Michel Camdessus, qui était le commissaire, c'est un mot intéressant, qui est ressurgi à ce moment-là, le commissaire auprès de la SFEF, et qui faisait le lien entre la SFEF et le Parlement et le gouvernement français. Le gouvernement français a rendu compte de manière très discrète tous les mois des activités de la SFEF au Parlement. Personne n'en a entendu parler, je pense. Et Michel Camdessus était à la fois le représentant de l'État, qui garantissait que la SFEF ne prenait des décisions qu'en accord avec le gouvernement, et le PDG de la SFEF, comme institution privée. Donc vous voyez, c'est déjà un ornithorynque juridique. La SFEF a émis de la dette. Comme c'est un organisme de droit privé, la dette de la SFEF est une dette privée.
Et la SFEF a réussi à lever 77 milliards sur les marchés en un an. 77 milliards sur les marchés en un an. Sous forme d'une dette, qui est une dette privée, je le redis, mais avec, et c'est là toute l'astuce, avec la garantie publique, la garantie de l'État. Donc l'État en 2008 dit, pour sauver nos banques, nous acceptons de créer ce monstre juridique et nous lui donnons la garantie de l'État, la garantie de premier rang sur toutes ces opérations, y compris sur la dette. Alors, il y a eu un débat avec Eurostat, parce qu'Eurostat, évidemment, ne cesse pas faire comme ça. Eurostat, la première année, en 2008, a eu la velléité de compter la dette de la SFEF dans la dette publique française. Et finalement a pris cette décision. Dans le tumulte, je pense, personne n'avait eu le temps de briefer Eurostat. Donc, 2008, la dette de la SFEF a été comptée comme dette publique française. Et fin 2008, il n'y avait que, entre guillemets, 13 milliards. Donc au passage, quand on nous dit d'ailleurs que les banques n'ont rien coûté aux Français, c'est faux, puisqu'en 2008, notre dette a augmenté de 13 milliards à cause de la SFEF. Bon. Mais en 2009, l'Élysée s'est intéressé à la question et a fait pression en disant, mais regardez, l'État est minoritaire dans cette institution, donc c'est une institution de droit privé, donc il n'y a aucune raison pour que vous comptiez la dette privée de la SFEF dans la dette publique française. Et en 2009, de fait, elle n'a pas été comptabilisée. Les 77 milliards n'ont pas été ajoutés à la dette publique française. Vous voyez bien pourquoi tous ces détails-là sont fondamentaux, puisque ce que je vais dire en gros dans une minute, c'est qu'il faut réutiliser le même type de construction financière pour financer la transition, sans alourdir la dette publique française, avec des apports en capitaux dérisoires. Alors, qu'est-ce qu'a fait la SFEF ? La SFEF a fait deux choses. Elle a garanti des prêts entre les banques, des prêts interbancaires. Elle a simplement dit, continuer, enfin je veux dire, recommencer à vous accorder des prêts interbancaires, parce qu'à l'époque, en 2008, les banques savaient tellement bien qu'elles étaient toutes au bord de la faillite qu'elles ne voulaient plus se prêter les unes aux autres, ce qui tue le marché interbancaire. Et lorsque le marché interbancaire est mort, les banques sont mortes elles-mêmes, parce qu'elles ne peuvent pas apurer leur position en fin de journée. Donc la SFEF a dit, continuez de vous prêter, et je garantis, si jamais l'une des banques faisait faillite, je garantis que je solvabiliserai les créances détenues par une autre banque sur celle qui aura fait faillite. Elle a fait ceci avec la garantie de l'État. Et puis elle a accordé elle-même un certain nombre de prêts sur la base des emprunts qu'elle a réalisés sur le marché obligataire aux banques à qui vraiment personne ne voulait prêter. Oui. Donc vous me voyez venir, vous construisez non plus la SFEF, mais la SFTE, la Société de financement de la transition écologique. Voilà, institution de droit privé, dans laquelle vous mettez un peu de capital, mais le montant du capital n'a quasiment aucune importance. Il faut juste que ce soit crédible, vous voyez, auprès des hauts fonctionnaires de Bercy et de Bruxelles. Vous faites en sorte que l'État mette au pot, mais qu'il soit minoritaire. Vous nommez un commissaire. Et là, il y a trois opérations délicates. Il faut faire en sorte que la dette de cette institution soit reconnue comme une dette privée et non pas une dette publique. Donc là, il y a une négociation, une discussion à avoir auprès de la Commission européenne, essentiellement. Et ensuite, il faut faire en sorte que cette institution puisse garantir les prêts que les banques vont accorder à l'économie réelle, à toutes les entreprises qui vont œuvrer à la transition, avec la garantie de l'État public. Alors pour que l'État puisse accorder cette garantie, il faut de nouveau une discussion avec la Commission européenne. Bon. Et puis, pour que les banques soient intéressées à le faire, parce que comme vous le savez, il ne suffit pas de leur dire, vous savez, ce serait une bonne chose pour qu'elles le fassent. Vous avez deux moyens. Le moyen le plus simple, disons, pour simplifier, je ne vais pas rentrer dans l'usine à gaz que ça représente, mais le moyen le plus simple, c'est de dire aux banques, vous pouvez racheter de manière privilégiée la dette de la SFEF. C'est ce qui s'est passé. La SFEF a émis de la dette qui a été rachetée par les banques. Pourquoi ? Parce que c'était de la dette avec garantie publique, donc à l'époque notée AAA, et cette dette a été utilisée par les banques comme collatérale dans les transactions que les banques ont avec la BCE. Et nos banques sont tellement mal aujourd'hui qu'elles n'ont même pas assez d'actifs de bonne qualité pour placer du collatéral en face des prêts qu'elles demandent à la BCE. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles elles ont si peu utilisé les 1000 milliards que Mario Draghi a créés en leur faveur entre fin 2011 et début 2012. C'est parce qu'elle manque de collatéral, puisqu'à chaque fois qu'une banque emprunte auprès de la BCE, elle est tenue de mettre en face de l'emprunt qu'elle réalise des actifs de bonne qualité qui servent de gage ou de collatéral à l'emprunt qu'elle souscrit auprès de la BCE. Donc là, en fait, la SFEF leur fournissait des titres de dette obligataires de très bonne qualité, notés AAA avec la garantie publique, que les banques ont de manière très gourmande utilisé pour pouvoir emprunter auprès de la BCE. Et comme leur situation, au fond, n'a pas beaucoup évolué par rapport à celle de 2008, contrairement à ce qu'on pense, elles sont tout aussi gourmandes aujourd'hui pour obtenir des titres qui ont cette garantie. Ça va ? Vous voyez un peu le mécanisme ? Voilà. Alors, je vais m'arrêter là.
Lorsque j'ai présenté ça au comité, il y avait quelqu'un du MEDEF qui a immédiatement réagi en disant que c'était créatif, mais que ça n'avait aucune chance d'avoir lieu. L'idée a été présentée au Trésor lundi dernier, c'est-à-dire hier, on est mardi aujourd'hui, hier, et la réponse a été oui, oui, c'est très créatif, mais ça n'aura pas lieu. Et alors pourquoi est-ce que ça n'aura pas lieu? Alors l'argument n'est pas l'architecture financière ne tient pas, puisqu'en fait on sait que la SFEF a tenu. Donc c'est difficile pour nos interlocuteurs de dire si vous vous êtes trompé financièrement. L'argument n'est pas non plus juridiquement c'est impossible, ou violer les traités, etc., puisqu'on l'a déjà fait. Alors certes, c'est borderline vis-à-vis des traités, mais on l'a fait une fois, donc ça fait jurisprudence, on peut très bien le faire une deuxième fois. Le vrai argument, c'est ce qu'on a fait pour les banques, il n'y a aucune raison qu'on le fasse pour la transition écologique. C'est ça le véritable argument, qui a été dit de manière très explicite, c'était la semaine dernière, je ne sais plus, oui, par l'un des concepteurs de la SFEF, d'ailleurs, qui était présent dans la salle au ministère au moment où j'ai présenté cette opération. Il a dit, c'est évident que ce que nous avons fait pour sauver les banques, parce que nous étions à 3 jours de la mort globale, de la planète entière, jamais nous le ferons pour la transition. Et je crois que c'est exactement ça le débat politique que nous devons avoir en Europe. Au fond, nous avons les moyens techniques, financiers de financer la transition. Toute la question, c'est est-ce que nous voulons, est-ce que nous pensons politiquement que c'est une urgence aujourd'hui, au même titre que de sauver nos banques, et peut-être même davantage que de sauver nos banques. Voilà, je m'arrête. Merci. On va redescendre un petit peu sur Terre. J'étais en train de me dire, en vous écoutant Gaël, qu'il y a combien de temps, 14 ans peut-être, dans nos premiers débats à Négawatt, on s'intéressait, vous savez, les petites veilles d'un watt dans les appartements. Et puis maintenant, on est, avec vous tous, sur une problématique qui est à la fois de transition sociale, on l'a vu, sur des réflexions innovantes, mais en même temps aussi sur ces grandes réflexions financières qui sont tout à fait sur lesquelles on ne voit pas très bien, nous, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait. Comment, mis à part le fait de pousser que vous soyez demain commissaire de la future société financière de la transition énergétique, comment faire à notre niveau par rapport à des choses qui sont à la fois de bon sens et qui en même temps nous échappent? Oui, c'est une bonne question. Alors, au fond, pour financer la transition elle-même, alors, je vais répondre en 2 temps. Premier temps, il y a aussi des modes de financement dont je n'ai pas à parler du tout, mais que vous connaissez certainement, qui sont ce qu'on appelle toutes les monnaies locales et alternatives. Bon. Pour tout ce qui peut relever d'un territoire et d'une communauté de personnes qui se connaissent, qui se font confiance, qui peuvent s'engager dans ce type d'expérience. Mais là-dessus, vous savez, c'est pas moi qu'il faut interroger, c'est Bernard Létard. Ça, c'est un moyen d'avancer sur un certain nombre de dimensions. Maintenant, pour ce qui est de financer le grand mix énergétique électrique français dans 20 ans, ça ne suffit pas du tout à mon avis. C'est malheureusement dans le type de construction que je vous ai évoqué qu'il faut avancer. Alors, sur ce deuxième volet, comment avancer? Je crois que, honnêtement, la question aujourd'hui, c'est de restituer aux banques leur véritable fonction et de les sortir, de les éjecter du trône sur lequel elles se sont assises et qui menace notre démocratie, notre planète, nos sociétés, nos économies. Et là-dessus, je ne vois pas tellement d'autres moyens, c'est pour ça que je me suis pas mal engagé sur cette question dans les 4 derniers mois, que par exemple la scission bancaire, qui a plein de vertus, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais qui a notamment comme vertu, entre autres, de remettre à leur place les banques d'investissement et de financement sur les marchés financiers, qui ne doivent aujourd'hui leur puissance qu'au caractère mixte et au fait qu'elles peuvent se sauver à chaque fois qu'elles font des bêtises grâce au matelas des liquidités du département dépôt et crédit de la banque. Bon. Couper les banques en deux, c'est le meilleur moyen de sauver la démocratie, l'économie, la société et la biodiversité en France. Donc là-dessus, bon, malheureusement, le débat parlementaire est terminé sur cette question-là. J'espère qu'il va ressurgir un jour, et là, qu'il y a une mobilisation très très forte là-dessus, c'est le moyen de faire avancer le débat, à mon avis. Pour être très honnête, les députés avec lesquels j'en ai pas mal parlé ont fini par me dire, tu sais mon pauvre, d'abord on n'y comprend rien, parce que c'est très technique. Bon. Ensuite, on a été complètement épuisé par le débat sur le mariage pour tous. Et évidemment, le calendrier parlementaire, vous avez peut-être repéré, était très bien fait, de manière que le débat sur la scission bancaire ait lieu tout de suite après la fin du débat sur le mariage pour tous. Et on a réglé la question des banques en 48 heures. On a débattu pendant 2 mois sur le mariage pour tous, et les banques en 48 heures. Je ne peux pas ne pas faire l'hypothèse que c'était un peu voulu. Vous voyez, les députés étant épuisés, il n'y a eu aucun écho médiatique
sur la question des banques, puisque l'espace médiatique était entièrement occupé et saturé par la question du mariage pour tous. Bon. Et il y a un député qui m'a dit, moi, je ne bougerai sur la question de la scission bancaire que le jour où il y aura des gens dans la rue pour manifester pour la scission bancaire, comme il y a eu des gens dans la rue pour le mariage pour tous. Vous voyez, que ce soit pour ou contre, peu importe, hein, ce n'est pas la question. Oui. Alors moi, je crois que là, c'est un vrai enjeu. Ça, c'est une manière de faire avancer les choses. Ce qui voudrait dire commencer, Geneviève, à nouer des vraies alliances entre Négawatt, entre Attac, entre finalement déjà pour faire en sorte que cette réflexion, elle soit collective et que derrière les synergies se construisent, qu'on a commencé à faire, mais il faut peut-être passer à la vitesse supérieure là-dessus. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle avant qu'on termine dans quelques minutes? Oui, bonsoir, Roger Okay. Luce. Oui. Dans les différents scénarios, ils ont été élaborés apparemment à ressources minérales constantes, alors qu'on a des informations, le cuivre dans 25 ans pourrait manquer. On pourrait donner 25, 30, 40 ans, ça, on trouve plusieurs évaluations. Même le fer, si on continue à le sortir au taux de croissance actuel, dans une cinquantaine d'années, il n'y en aurait plus, quoi. Voilà. Alors il y a un aspect de la transition écolo qui n'est pas du tout pris en compte, voilà. Que ce soit énergétique ou global. D'autre part, une question à Geneviève, l'entretien de la ressource, mais l'énergie, on ne peut pas l'entretenir, enfin on peut l'économiser, mais un coup qu'elle est utilisée, c'est fini, ça n'existe plus. Alors on peut utiliser, dans les communs, on peut prendre soin de la terre, qui existait dans le temps, les communs avant les enclosures. Voilà quoi. Enfin, et puis alors, une question à Gaël Giraud. L'effondrement financier mondial, c'est pour quand? Ça a été signalé largement par Maurice Allais en 88-89, peut-être avant, peut-être après aussi, mais j'ai quelques références. Et donc, voilà, c'est une question. L'abus de la finance, quoi, ça prend des dimensions complètement délirantes et voilà, quoi qu'on en fasse. Ok, il y a trois questions derrière ça. Sur la première, ça revient en quelque sorte à ce qu'on a dit au niveau des matières. Il est clair qu'un scénario comme celui Négawatt, qui, par exemple, dans le domaine du bâtiment, fait la part belle, en quelque sorte, à une forte progression de l'ossature bois, d'isolants biosourcés, etc., est bien cohérent avec ce transfert qu'il faut faire au niveau des matières vers des matières renouvelables, celles qui sont issues finalement de la photosynthèse et de ce que nous offre le Soleil. Le Soleil nous offre à la fois de l'énergie et à la fois de la matière, et c'est ces flux de matière qu'il faut récupérer. J'irai pas plus loin, mais il est clair que c'est une question sur laquelle on travaille bien sûr beaucoup et qu'il faut certainement mieux quantifier encore que maintenant. Sur les autres questions? Très très rapidement. Ce que je voulais dire, évidemment que l'énergie, une fois qu'elle est consommée, elle n'existe plus. On est bien d'accord. Mais voilà. Non, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Bon, dans tous les cas, voilà, elle est transformée. Bon. Elle se conserve. Elle se dégrade. Elle se dégrade, c'est quand même la loi d'entropie. Donc il y a une dégradation. Mais ce que je voulais signifier surtout, c'était pas tellement la dégradation et la loi d'entropie. C'était, je pense que si l'énergie était pensée en termes de commun, bon, cela signifie déjà une reterritorialisation de l'énergie, etc. Et donc, je pense que certaines sources d'énergie et certaines techniques pour produire de l'énergie sont incompatibles avec une pensée des communs. Je pense en particulier au nucléaire. Tout ce qui est... C'est ce que je voulais signifier. C'est incompatible. Pourquoi? Parce que dans l'état actuel des choses, on ne sait pas traiter les déchets. Et donc, dans une pensée véritablement de propriété commune, on doit en même temps gérer les déchets qui sont produits par l'activité de production de l'énergie. Et ça, on ne sait pas le faire aujourd'hui. Et donc, dans la mesure où on ne sait pas le faire, eh bien, on ne produit pas ces déchets. C'est essentiellement à ça que je pensais. Il y a autre chose aussi. Hein. Il y a les énergies. Bon, ça,
on a beaucoup parlé des énergies renouvelables. Il y a les énergies non renouvelables. Des énergies donc qui s'épuisent, des stocks, non plus des flux. Là aussi, dans une pensée des communs, l'idée d'extraire jusqu'à la dernière goutte, là aussi, c'est incompatible avec l'idée des communs. Parce que ça veut dire, là, c'est une appropriation par les générations présentes de cette ressource qui est un stock, qui n'est plus un flux, et qui s'épuise. C'est ce que j'ai voulu signifier. C'est vrai que c'est différent d'autres communs, d'autres biens, comme par exemple... Enfin, c'est très différent d'autres. Parce que dès lors qu'elle est consommée, malgré tout, elle est consommée, elle se dégrade. Et qu'en même temps, on consomme de l'énergie, de fait. Alors, c'est impossible de répondre à votre question, malheureusement, ou peut-être heureusement, parce que sinon on serait effrayé. C'est possible. Alors, vous avez vu que les principaux indices boursiers sont revenus au niveau qui était le leur avant 2007. Donc, ça veut dire que les tombereaux de liquidités créés par les banques centrales depuis 2008 commencent à sortir des bilans des banques privées dans lesquelles ils étaient piégés pour alimenter une nouvelle bulle, donc une nouvelle bulle qui gonfle. Sur quel secteur va-t-elle se focaliser? J'en sais rien du tout. D'ailleurs, ça n'a pas une énorme importance. Cette bulle crèvera un jour, forcément, inévitablement. Ce jour-là, les finances publiques des États qui abritent les banques qui seront en faillite seront en bien plus mauvaise situation qu'en 2007. Les banques elles-mêmes sont encore beaucoup plus grosses aujourd'hui qu'elles ne l'étaient en 2007. Pour prendre un exemple, le bilan de BNP Paribas a augmenté de 30% depuis 2007. Donc, BNP Paribas court à la taille, au gigantisme, parce que c'est très bien que plus elle est grosse, plus l'État français sera obligé de se saigner aux 80 pour la sauver. Bon. Donc, si on laisse faire la bulle et si elle éclate, ça fera très très mal, c'est sûr. Ce sera peut-être le grand crack ultime, j'en sais rien. Voilà. Maintenant, malheureusement, il y a d'autres scénarios possibles. Le scénario japonais, c'est-à-dire la déflation lente où nos sociétés agonisent doucement. Bon, ça, vous voyez, c'est comme des personnes qui meurent très très lentement. On les maintient sous perfusion et puis assistance respiratoire. Et puis ça peut durer des années, jusqu'au jour, à mon avis, là, la seule issue de ça, c'est soit des guerres comme on en a connu, ou bien Hitler qui arrive au pouvoir, ce qui revient à peu près au même, vous voyez. C'est-à-dire un moment où le corps social ne supporte plus. Voilà. Et là, Élie, le premier charlatan possible, venu pour sortir de ça. Ça, c'est malheureusement aussi un type de scénario possible. Voilà. Il est aussi possible d'en sortir quand même. Pour ça, il suffit, entre guillemets, de prendre quelques bonnes décisions pour la réglementation du marché financier. Contrairement à ce que beaucoup nous disent, ce n'est pas si compliqué que ça. Bon, voilà, on est plusieurs à avoir réfléchi là-dessus. Vous connaissez peut-être l'ONG Finance Watch, qui fait des très bonnes propositions sur ces questions-là. Au fond, me semble-t-il, les solutions sont connues, elles sont sur la table. Il faut que le politique s'en empare. Mais le politique aujourd'hui est l'objet d'un lobbying très très intense de la part des banques. Alors on pourrait se dire, au fond, si on regarde à long terme et si on est rationnel, c'est même pas dans l'intérêt des banques d'empêcher la réglementation financière, puisqu'elles finiront par exploser le jour du grand crack. Bon. Mais en réalité, les patrons des banques ne regardent même pas à cette hauteur-là, n'ont même pas cette hauteur-là de vue, parce qu'au fond, ils se disent, de toute façon, j'essaie de maximiser mes revenus aujourd'hui, et ça me permettra de m'aménager une voie de secours vers le canot de sauvetage plus rapide le jour où le Titanic coulera. C'est vraiment ça, le syndrome du Titanic, me semble-t-il, dans la génération actuelle du management bancaire. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que ce qu'ils font aujourd'hui les conduit dans le mur, mais ils n'en ont absolument rien à faire, puisqu'ils se disent, plus j'amasse de millions aujourd'hui, vous savez qu'un grand patron de banque française aujourd'hui, ça peut gagner 1 million par mois, plus j'amasse de millions aujourd'hui, plus il sera facile pour moi de me sauver le jour où la banque explosera. Voilà. Alors, je suis désolé, mais il faut qu'on rende la salle dans 4 à 5 minutes. On va donc terminer à l'heure prévue. Désolé pour ceux qui voulaient poser des questions. Peut-être est possible de répondre en aparté. Un très grand merci à vous pour être venus. Continuez à nous suivre sur notre site, participer aux différentes conférences. Vous pouvez aussi adhérer à Négawatt, c'est tout à fait faisable. On a besoin d'être assez nombreux. Et merci enfin à tous ceux qui sont intervenus aujourd'hui. Même si la finance va exploser demain en plein vol, on va quand même essayer de réfléchir à des actions qui évitent que ceci puisse arriver. Merci à tous et bonne soirée.